Bonsoir, bienvenue dans le club L'Info en question où l'on prend le temps de ralentir le flux de l'information pour décrypter les temps forts de l'actualité. Au programme ce soir, la reprise en main d'Emmanuel Macron après l'affaire Benalla. De l'Élysée au parti présidentiel, doit-il tout changer et comment ? Un paradoxe à l'heure où des millions de Français recherchent un emploi. Les restaurateurs et hôteliers n'arrivent pas à recruter et se disent prêts à embaucher des migrants faute de main-d'œuvre. Est-ce un problème de formation ou de paresse ? Les Français ont-ils peur du travail ? Le monde de la gastronomie en deuil après la disparition de Joël Robuchon, l'homme aux 32 étoiles qui a révolutionné la cuisine. Comment est-il devenu une figure de notre patrimoine ? On pose la question à nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Bruno Millienne, bonsoir, député MoDem de la 9e circonscription des Yvelines, vice-président du groupe MoDem à l'Assemblée. Aurore Laluc, bonsoir. Vous êtes économiste, porte-parole de Génération. Olivier Gracia, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, co-auteur de L'Histoire se répète toujours deux fois aux éditions Larousse. Enfin, Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Des têtes vont-elles tomber à la rentrée ? Une certitude, Emmanuel Macron veut reprendre la main après un été marqué par l'affaire Benalla et entend bien remettre de l'ordre à l'Élysée pour que les dysfonctionnements révélés par l'affaire ne se reproduisent pas. De la communication, en passant par la sécurité jusqu'au parti présidentiel, Emmanuel Macron doit-il tout changer ? Le président de la République qui séjourne depuis vendredi au fort de Brégançon planche sur les chantiers de la rentrée, vacances studieuses et surtout discrètes. Les apparitions du président sont rares. On va justement se rendre sur place, rejoindre Bastien Auger. Bonsoir Bastien. Est-ce que le chef de l'État a prévu une apparition publique ? Rien d'officiel, rien de public. Voilà ce que nous dit l'Élysée. Rien de prévu en tout cas pour l'instant. Public, ça veut dire qu'il n'est pas exclu que le président de la République sorte à titre privé, qu'il aille pourquoi pas dans les villages aux alentours serrer des mains, mais à titre privé. D'ailleurs, il est sorti à deux reprises, Emmanuel Macron, en tout cas selon ce que nous dit l'Élysée, hier et avant-hier, le président de la République, que l'on a vu sortir ici, mais sans savoir où il allait. Les journalistes et les paparazzis qui ont essayé de le suivre ont bien sûr été très vite stoppés par l'Élysée. Preuve que le président se fait très discret ici au fort de Brégançon, pour la plus grande déception des quelques passants qui viennent parfois ici devant le fort en espérant le trouver. Pour être tout à fait honnête, ils sont quand même très peu nombreux à passer ici devant les grilles. Pour la plupart, ça ne change pas vraiment le cours de leurs vacances. Mais un commerçant quand même du coin nous disait que si Emmanuel Macron n'allait pas rendre visite aux habitants de Bormes-les-Mimosas, ça pourrait créer chez eux une certaine irritation. Merci Bastien Auger avec Bichente Akela. Ce n'est pas dans les habitudes du président de la République de ne pas aller au contact des Français. Craint-il la confrontation ? Je vous pose la question en tant que député de la majorité présidentielle. Alors ça, je ne peux pas répondre à sa place, mais je ne pense pas, pour une raison simple, c'est que nous, on a vécu l'affaire Benalla de l'intérieur, bien évidemment, et sur une affaire comme ça, vous avez bien vu qu'il y avait quand même un certain nombre de dysfonctionnements qui sont apparus suite à l'enquête de l'IGPN, notamment. Je pense que là, réagir dans l'urgence, ça peut être dangereux. On a eu jusqu'à maintenant, au cours de la Ve République, on l'a vu assez souvent, on a eu ce qu'on appelle les lampistes qui prenaient pour des personnes qu'on aurait dû prendre parce qu'on faisait tomber des têtes tout de suite, c'était immédiat, etc., parce qu'il fallait une réponse forte de l'exécutif. Je pense que là, le mal est un petit peu plus profond en termes de dysfonctionnement, et je pense que là, il faut que le président, effectivement, étudie comment ça se passe réellement à l'Élysée. Il le sait, mais qu'il aille dans le détail. Pour vous, il est en train de plancher depuis le fort de Brégançon. Il planchait déjà avant l'affaire Benalla, donc ça date pas d'hier, il s'était déjà aperçu de certains dysfonctionnements. Donc maintenant, il va effectivement, là, il attend les derniers rapports, et je pense que courant septembre, on saura un petit peu ce qui se passe à l'Élysée. Là, selon vous, il ne se cache pas des Français. Mais non, parce que c'est pas... Enfin, tout le monde a pris l'affaire Benalla comme une affaire d'État. Pour moi, c'est pas une affaire d'État, c'est une affaire de dysfonctionnement humaine. C'est-à-dire qu'il y a eu des dysfonctionnements humains de part et d'autre. Il y en a eu au niveau de la police, il y en a eu au niveau de la gendarmerie, il y en a eu au niveau, évidemment, d'Alexandre Benalla, qui a eu un comportement qui est condamnable, et on l'a tous unanimement condamné. Mais la meilleure réponse qu'on peut amener à ça, c'est pas
la précipitation, faire tomber des têtes. Moi, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Il faut faire tomber la tête du ministre de l'Intérieur. Enfin, c'était pas le sujet, c'est pas lui qui est responsable des agissements d'Alexandre Benalla. Je crois qu'il faut amener les bonnes réponses en fonction des symptômes, du diagnostic établi. Et le diagnostic, on pourra l'établir après les derniers rapports qui tomberont. On va voir si Aurore Lalucq est aussi bienveillante que vous envers le chef de l'État. Aurore Lalucq, est-ce que vous pensez qu'il craint la confrontation ? C'est pas une question de bienveillance, c'est d'essayer de regarder un peu objectivement la situation. Oui, je pense qu'il craint la confrontation en règle générale, pas seulement des citoyens, mais surtout des corps intermédiaires, des contre-pouvoirs et de la presse, notamment. Ça, on a pu le voir ces derniers temps. Et on entend effectivement des rumeurs de remaniement au sein des cabinets, au sein de l'Élysée, au sein éventuellement aussi du gouvernement, mais la personne, ce qui doit changer, en fait, c'est Emmanuel Macron. Fondamentalement. On peut changer les équipes. Si lui ne change pas son rapport au pouvoir, sa vision du pouvoir, rien ne changera fondamentalement. On a besoin d'un président qui soit le président de tous les Français, pas uniquement d'un clan. On a besoin d'un président qui respecte les corps intermédiaires, qui les écoute, qui leur parle, qui dialogue avec eux. On a besoin d'un président qui parle à la presse, qui n'a pas peur des médias, c'est-à-dire qu'il soit capable de se confronter à plusieurs journalistes à la fois. Quelqu'un d'un peu moins Trumpesque, en fait, d'un petit peu moins vertical. Je sais, je suis un petit peu dure. Jusqu'à Donald Trump, la comparaison. On a une vision d'un pouvoir extrêmement vertical et c'est ça qui doit absolument changer rapidement. Donc c'est lui qui doit changer, c'est pas forcément ses équipes. Ses équipes, ce sera que la traduction de son changement ou de son non-changement. D'accord, Olivier Gracia. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, je pense, n'a pas vocation d'ailleurs à changer ses équipes, parce que changer ses équipes serait aussi admettre, évidemment, que l'affaire Benalla est une affaire d'État, et que par nécessité, il devrait remanier le gouvernement, remanier ses équipes pour répondre à cette affaire. Je pense que c'est pas son souhait. Et vous avez raison, je pense qu'Emmanuel Macron... Mais on y reviendra, il a l'intention quand même de réorganiser l'Élysée. Réorganiser l'Élysée, c'est une chose. C'est autre chose. Mais après, de remanier le gouvernement par rapport à cette question, absolument pas. Pour revenir à ce que vous disiez, moi je suis assez d'accord avec vous, Emmanuel Macron doit se changer d'abord lui-même. Vous parlez de verticalité, mais il lui manque une vraie verticalité, c'est celle du peuple, finalement. Finalement, le macronisme est une sorte de gaullisme sans saveur, sans idée et sans peuple. Et donc, finalement, aujourd'hui, il est dans un positionnement un peu giscardien, c'est-à-dire qu'on avait une mise en scène d'une forme de relation avec le peuple, comme Giscard faisait hier, avec recevant des éboueurs à l'Élysée, mais tout ça sonnait très faux, finalement. Emmanuel Macron, aujourd'hui, par ses coups de com', avec des vidéos amateurs posées sur ses réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, où il veut montrer une proximité avec les gens, en réalité, affirme une vraie distance avec eux. Il n'a rien de la trempe d'un Jacques Chirac qui, lui, quand il était à Brégançon, allait voir les gens naturellement, sans pour autant chercher les projecteurs, et qui avait un rapport sincère avec les gens. Et je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit dans cette sincérité. Donc s'il doit changer quelque chose, c'est ce rapport finalement aux gens. Benjamin Morel. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, si vous voulez. Il y a chez Emmanuel Macron une tendance bonapartiste qu'il assume et qui lui a servi dans un premier temps, notamment dans certains électorats, notamment dans l'électorat plutôt âgé, ce côté très vertical, ce côté très dans l'incarnation et parfois même un peu dans l'autorité, pour ne pas dire dans l'autoritarisme, a pu être apprécié par un certain électorat. Mais ça marche assez bien quand vous êtes proche des Français et surtout quand vous avez la légitimité de l'élection. Quand vous êtes élu il y a quelques mois, il y a toute cette charge légitimatrice de l'élection qui fait que vous pouvez dire « ça c'est mon programme, maintenant parlementaire, appliquez-le et maintenant Français, vous avez voté pour, acceptez-le ». Un an après, un an et demi après, ça marche moins bien. Et qui plus est, cette affaire Benalla a atteint la présidentialité d'Emmanuel Macron. Si on prend les sondages sur les traits de personnalité du président de la République, pas les courbes de popularité, vraiment les sondages sur les traits de personnalité, on voit que ce sont les traits qui ont trait à la présidentialité d'Emmanuel Macron qui ont le plus souffert dans cette affaire, jusqu'à des -10. Et donc là, il y a cette nécessité très difficile de rétablir la présidentialité, et le silence présidentiel, plus qu'une peur d'aller vers les Français, moi je l'interprète comme ça, c'est-à-dire on ne va pas se mêler à la foule parce que ça ne fait pas assez président dans sa tour d'ivoire, et en même temps, eh bien, en faisant ça, on accroît la distance, et en accroissant la distance, eh bien, on se fragilise également. Est-ce que vous pensez que c'est le prochain bain de foule, parce qu'il va faire une sortie du fort de Brégançon, auront valeur de test ? Si les journalistes sont là pour filmer la séquence et voir comment les Français réagissent. Il s'est déplacé en Béarn, il a fait un bain de foule, l'affaire Benalla avait éclaté déjà depuis un certain temps, ça s'est très bien passé. Bon, il a été là, on est presque 3 semaines plus tard, oui, mais ça s'est très bien passé. Que l'on connaît. Je le trouve quand même... Alors, évidemment, vous allez me dire que c'est mon rôle de défendre le président. Oui, mais je vous trouve quand même un petit peu caricaturaux les uns et les autres.
Il y a une espèce d'autoritarisme chez Emmanuel Macron, je suis d'accord avec vous. C'est un président autoritaire, c'est un président vertical, je suis d'accord avec vous. C'est une grosse différence avec ce qui se passait avant, notamment sur les 2 derniers quinquennats. Pourquoi ? Parce qu'il ne réagit pas de la même façon. Il a imaginé un avenir pour la France qui n'a pas été imaginé pour les autres, ou en tout cas qui n'a pas été mis en place. S'il a été imaginé un jour, il n'a jamais été mis en place. Et il a décidé que pour le mettre en place, il y avait une cible à atteindre, qu'il a déterminée lui, on est bien d'accord, et que pour aller du point A à cette cible, on pouvait s'appuyer sur les corps intermédiaires à condition qu'ils le veuillent bien. On va vous prendre juste le cas de la SNCF. La SNCF, on savait où on allait. On savait qu'on allait sur la libéralisation, l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Ça, c'était le point qui ne faisait pas débat. C'était le point sur lequel il ne céderait pas, quoi qu'il arrivait, parce qu'il fallait le faire. Après, les corps intermédiaires avaient le choix de l'aider à y aller, ce que certains syndicats ont fait, et d'autres qui se sont rebellés et mis en retrait, mais parce qu'ils voulaient changer, je me souviens d'un débat ici, ils voulaient changer effectivement la cible. Le lien avec l'affaire Benalla ? Le lien, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui a défini un certain nombre de cibles à atteindre. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Il y a un certain nombre de cibles à atteindre, on peut ne pas être d'accord, c'est la démocratie, et il s'y tient, avec les corps intermédiaires ou sans. Parce que ça, c'est pour répondre à la fois pour les journalistes, à la fois pour les syndicats, à la fois pour tout ça. Pardon ? Je ne suis pas syndicaliste. Non, mais je sais bien. Mais je dis, puisqu'on en parlait, on parlait des journalistes, on parlait aussi des corps intermédiaires et aussi des syndicats qui s'estiment pas tellement respectés finalement par le président, on est bien d'accord. Mais c'est pas vrai, ils ont leur place, à condition qu'ils acceptent la cible que le président veut atteindre. On peut ne pas être d'accord avec, encore une fois, cette cible-là. Mais moi, je préfère de loin un président qui décide où il veut aller, au moins on sait où on va. On peut se tromper, j'espère qu'il ne se trompera pas, mais au moins on sait où on va, et on ne met pas tout comme ça dans un panier où on mélange la salade et on sort des fausses mesures comme on a eu ces 40 dernières années. Benjamin Morel. Oui, la maladie n'est pas celle d'Emmanuel Macron, c'est celle un peu de la Ve République. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on élit un monarque. Et ce monarque, eh bien, est porteur d'une légitimité telle qu'il peut dire à tous les corps intermédiaires, également à tous les contre-pouvoirs, le Parlement, et d'une certaine façon, moi j'ai été élu, moi je suis élu au suffrage universel direct, comme vous le dites très bien, j'ai un but, si ça ne vous plaît pas, je m'en fiche. Or là, il y a quand même un problème démocratique, c'est-à-dire que la démocratie, depuis le 19e siècle au moins, voire avant, c'est justement un régime de pouvoir et de contre-pouvoir. Quand vous dites, et j'entends bien ce que vous dites, encore une fois, je ne l'attribue pas à Emmanuel Macron, même s'il a une forme d'incarnation à l'extrême de cette vision-là, eh bien cette vision-là, elle est tout de même relativement dangereuse, parce que tant que vous êtes soutenu par le peuple, à la rigueur ça passe, mais le jour où vous ne l'êtes plus, eh bien tout d'un coup, eh bien vous vous changez à un président autoritaire, voire autoritariste, et ça c'est pas très bon à la fois pour la politique, à la fois pour le peuple, et c'est surtout pas bon pour la démocratie. Eh bien justement, est-ce que l'affaire Benalla est la conséquence de cette pratique du pouvoir propre à Emmanuel Macron ? La Macronie a semblé désemparée face aux révélations sur Alexandre Benalla, incapable d'organiser la riposte. On va revenir sur cette semaine où la Macronie a vacillé avec Justine Corbillon et Manu Bliard. Ce jour-là, ambiance détente à l'Élysée. Conseil des ministres de la mi-juillet, tout le monde est encore dans l'euphorie de la victoire des Bleus au Mondial. Emmanuel Macron, lui, s'apprête à partir en déplacement en Dordogne, mais la journée ne va pas se passer comme prévu. À 19h, le journal Le Monde publie cette vidéo où l'on découvre un proche du président frapper un manifestant le 1er mai. À ce moment-là, Emmanuel Macron est encore sur la route vers Périgueux. Lorsqu'il arrive, il va tout de suite être interrogé. Sa conseillère en communication, Sibeth Ndiaye, reste juste derrière lui. Monsieur le Président, petite réaction, Alexandre Benalla, s'il vous plaît. Je viens dire bonjour aux gens qui sont morts par courtoisie. Mais en à peine une nuit, l'histoire a déjà fait le buzz, notamment sur Internet. Le président ne réagit pas et envoie son porte-parole réaliser une vidéo comme on n'en avait pas vu depuis des années en communication politique. Il a été immédiatement convoqué par le directeur de cabinet du président qui lui a notifié une sanction disciplinaire. Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire.
Toujours en Dordogne, le service com d'Emmanuel Macron semble parier sur la stratégie du silence pour faire retomber l'affaire, même si le chef de l'État va avoir bien du mal à éviter les questions. Ces élus, justement, que vous écoutez, demandent la démission de monsieur... Je les entends pas dire ça, là. Il faut écouter. Ils se sont exprimés au Sénat. Il n'y a que vous qui parlez, là. Il n'y aurait donc que les journalistes que ça intéresse. Voilà la première analyse d'Emmanuel Macron. Sauf qu'elle ne va pas franchement se vérifier les jours d'après. Le cas Benalla devient un feuilleton avec rebondissement quotidien. Oh, écoutez, ça va, monsieur le rapporteur général. L'Assemblée devient ingérable et l'opposition réclame des comptes. Nous n'avons plus confiance à ceux qui doivent normalement respecter la loi. Les parlementaires de la majorité sont les seuls au front pour riposter. S'il vous plaît, messieurs. Faites autant que vous voulez. Continuez à être irresponsable. Et cela va durer encore comme ça plusieurs jours. En l'absence de parole présidentielle, c'est sa garde rapprochée qui se retrouve acculée. Je vous invite à la politesse. Moi, non, mais je suis extrêmement poli, monsieur. Voilà. Vous êtes ministre des Relations avec le Parlement, c'est à vous d'être poli d'ailleurs avec les parlementaires. La politesse voudrait que vous soyez en hémicycle pour vous expliquer au passage sur le scandale d'État monstrueux auquel on est en train d'assister. Les lieutenants du président commencent à avoir du mal à répondre. Pourtant, Emmanuel Macron entame son 5e jour de silence. D'ailleurs, son compte Twitter, si souvent alimenté, est à l'arrêt depuis le 17 juillet. Sauf que son pari semble raté. Ne pas commenter l'affaire n'empêche pas une situation inédite de se déclencher. Les travaux doivent s'arrêter à l'Assemblée. Le gouvernement a décidé de suspendre l'examen de la révision constitutionnelle. Et c'est le bal des auditions qui commence. Devant la commission d'enquête de l'Assemblée, tout l'entourage du chef de l'État y passe. Gérard Collomb notamment est fragilisé. Comment est-ce possible? Vous dites « à ma connaissance ». Mais votre connaissance, elle a disparu. Des séquences qui entachent l'image, d'habitude si maîtrisée du pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on n'en sait pas plus? C'est ça qui est incompréhensible. Pourquoi il ne s'est pas prononcé surtout? Voilà, pourquoi est-ce qu'il ne se prononce pas? C'est qu'il y a quelque chose peut-être à cacher. Alors finalement, après 6 jours de silence, Emmanuel Macron va parler. Pas à la presse, mais dans une vidéo filmée par ses parlementaires. Ce qui s'est passé le 1er mai est grave, sérieux. C'est moi. Et alors que les médias le cherchent depuis une semaine, voilà comment il va conclure sa déclaration. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Bon, il dit qu'il veut qu'on vienne le chercher. Si on en est là, est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron, de sa pratique du pouvoir? Ce sont les limites de la verticalité du pouvoir macronien? L'affaire Benalla, c'est compliqué. Il y a vraiment une affaire Benalla dans un sens qui est la faute d'un homme. Parce que je pense qu'à un moment donné, aussi bon que vous soyez, quand vous arrivez aussi jeune, aussi haut dans le pouvoir et aussi proche du président de la République, et que vous vous retrouvez avec des sollicitations, parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'il a été sollicité pour être observateur, il n'avait pas à faire ce qu'il a fait, encore une fois. Ça, on l'a tous dit, c'est inexcusable, c'est impardonnable, et il devra payer pour les fautes qu'il a commises. Ce qui nous intéresse, Bruno Millienne, c'est la manière dont l'affaire a été gérée par le chef de l'État. L'affaire, alors déjà, on va remonter juste un tout petit peu, si vous permettez. L'affaire sort très à propos. On était, je crois, au 10e ou 11e jour de la révision constitutionnelle, qui est très importante. On en reparlera peut-être une autre fois. Les reporters du Monde n'ont pas sorti l'affaire pour nuire à Emmanuel Macron et à la réforme constitutionnelle. Non, je ne dis pas ça. J'ai été journaliste moi-même. Eux, ils ont fait leur boulot. On leur a amené les éléments au bon moment. C'est pas la même chose. Et c'est sorti fort à propos. À un moment où dans les cherchez, vous verrez, vous le savez aussi. Voilà, cherchez, vous trouverez. Mais peu importe qui c'est sorti vraiment très à propos. Mais parce en que dehors de... à l'Assemblée, ça devenait tangent pour les contestataires. En dehors de l'opposition qui a exploité l'affaire, c'est le rôle de l'opposition. Est-ce que sur la gestion de l'affaire, vous estimez que ça n'a pas posé problème? Emmanuel Macron n'a rien à voir avec les faits qui sont reprochés à Alexandre Benalla. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron gérait au quotidien l'émission d'Alexandre Benalla. Non, mais la gestion de la communication... Alors après, la gestion de la communication, je ne peux pas vous cacher qu'il y a certains points qui m'ont étonné. On vous sent très prudent, hein. Non, mais il y a des points qui m'ont étonné. Bruno Roger-Petit, ça a quand même été une grosse surprise, on va être honnête. Il y a eu quand même quelques fautes, oui. Je vais pas vous dire le contraire. Ça a sauté aux yeux de tout le monde. Si je vous disais le contraire, je mentirais. Là, mon nez s'allongerait comme ça et on me prendrait pour Pinocchio. Au terme de communication, ça n'a pas été super bien géré. Si c'est ça que vous voulez me dire, faire dire, je suis d'accord. Or, la Luc. C'est là où on voit... on a vu beaucoup de députés de La République En Marche complètement déroutés aussi par cette affaire, qui ne savaient pas quoi dire. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment
on n'est même pas dans la centralisation façon 5e République traditionnelle. On a vu que c'était vraiment un petit groupe, un petit clan qui prenait certaines décisions à l'Élysée. Et finalement, les ministres n'étaient pas vraiment au courant. On voit la ministre de la Justice qui est complètement perdue à un moment. On voit des députés qui sont eux-mêmes perdus. Donc, on voit à quel point c'est un pouvoir très, très... C'est-à-dire que le parti n'est pas armé pour répondre à ce genre de crise. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de parti, c'est très clair. Et de toute façon, oui, effectivement, il n'est pas armé. Et c'est là-dessus que la majorité va travailler prochainement, j'ai l'impression. Mais après, ce que ça traduit aussi, ça traduit les limites de la 5e République, c'est-à-dire la nécessité à un moment de renforcer les contre-pouvoirs et de passer à une 6e République. Et en attendant, il y a plein d'étapes à franchir qu'on peut faire. On peut, par exemple, encore une fois, donner la liste de tous les contractuels qui travaillent dans tous les ministères et à l'Élysée pour savoir ce qu'ils font. Mettre des règles de transparence. On peut penser à une loi de moralisation de l'exécutif. Il y a une loi, il y a un an, qui est passée de loi de la moralisation de la vie politique qui touchait exclusivement quasiment les parlementaires. Il faut faire la même chose pour l'exécutif. Et on peut aussi repenser à mettre quelque chose en place. On parlait tout à l'heure du dialogue avec les corps intermédiaires. Il y a quelque chose qui s'appelait le plan en France. Le plan en France, ce n'était pas du tout un plan soviétique et on déterminait la production. C'était un endroit où il y avait un dialogue permanent entre le patronat, les syndicats, etc. Et ça, il faut absolument qu'on le recrée en France parce qu'on n'a pas une tradition de dialogue social, notamment pour éviter à chaque fois de passer outre les corps intermédiaires quand il y a des grandes décisions à prendre, comme la réforme de la SNCF. Sur ce point, Aurore Lalucq, Bruno Millienne, vous pensez qu'il faut plus de transparence au sommet de l'État ? Moi, je suis pour plus de transparence partout. Donc, au sommet de l'État aussi, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien que là, les dysfonctionnements en termes de communication, ont été énormes. Ça, on le sait. Après, il faut décorréler encore une fois l'affaire Benalla de la façon dont l'Élysée a réagi par rapport à cette affaire-là. C'est deux choses totalement différentes. Il faut effectivement revoir ça. On parlait d'exemplarité de la vie politique. L'exemplarité, en l'occurrence, sur cette affaire-là, sera vraiment les réponses qui seront données à la suite de cette affaire. On verra jusqu'à quel degré d'exemplarité les réponses seront faites. Mais moi, je souhaite qu'elles soient effectivement exemplaires à ce moment-là. Et je pense qu'effectivement, il faudra peut-être un petit peu plus de transparence, qu'on sache un petit peu plus qui fait quoi dans cette maison et pourquoi. Olivier Gracia, est-ce que ce sont les limites de la verticalité du pouvoir ? Ce qui était gênant dans les images que vous avez montrées d'Emmanuel Macron manifestant ce projet pour l'affaire Benalla devant ses ministres et devant ses députés, c'est qu'on a l'impression, un peu ce qu'on reprochait à Nicolas Sarkozy à l'époque, d'être finalement le président d'un clan. C'est qu'il donne l'impression, en faisant cet exercice d'éloquence, de ne devoir de rendre des comptes que devant sa famille. C'est une affaire de famille, Benalla et de la famille En Marche. D'ailleurs, il a rappelé lors de son discours les services rendus par M. Benalla lors de la campagne d'élection d'Emmanuel Macron. Donc il y a quand même ce malaise vis-à-vis des Français, de mépris finalement des médias, de mépris de l'opposition, en préservant cette affaire au sein d'un cocon familial, sans vouloir s'y émanciper. Et donc on a ce malaise d'idée qu'Emmanuel Macron n'est pas le président de tous les Français, mais le président d'un clan, et que là-dessus il excelle pour le coup. Benjamin Morel. Oui, il y a eu ce moment à la Maison de l'Amérique latine a, je pense, été unanimement condamné par les Français. Parce qu'en effet, il y avait cette idée un peu bagarreur, mais je me bagarre avec mes copains devant et surtout ne vous approchez pas, qui a été très très mal perçue dans une 5e République où, encore une fois, le président de la République n'étant pas responsable, il peut dire « venez me chercher à qui il veut », ça n'arrivera pas, sauf éventuellement si le Parlement décide de se réunir en haute cour. Mais là, on n'en était pas là. Et très clairement, heureusement qu'on n'en est pas arrivé là. Mais il y avait tout de même cette idée de président un peu bravache qui n'était pas dans le ton et surtout qui ne fait pas président. Après, il faut également voir qu'Emmanuel Macron, là-dessus, paye un peu la guerre éclair qu'il a menée. C'est-à-dire qu'il est arrivé du statut de ministre sans structure à président de la République en moins d'un an. Il n'a pas d'équipe. Et il n'a surtout pas de parti. La République En Marche, ça existe, c'est une association, etc. Mais ce n'est pas un parti. Un parti, c'est quelque chose qui se construit sur le temps long, qui forme ses militants sur des années et des années. Ce que vous nous dites, c'est que ces dysfonctionnements, ils étaient prévisibles ? Ces dysfonctionnements sont en grande partie prévisibles, comme l'étaient les premiers pas difficiles des députés En Marche à l'Assemblée nationale. On a affaire à un personnel politique qui, en fait, est inexistant. Alors, on a des hauts fonctionnaires. Alexandre Benalla était un peu l'exception, si vous voulez, mais le cabinet du président de la République n'a jamais été composé d'autant d'énarques que sous Emmanuel Macron. Donc, on a vraiment cette idée d'un petit cercle d'énarques qui contrôle tout au sommet, des parlementaires qu'on connaît mal et donc en qui on a une confiance limitée, sauf quelques-uns, et donc on laisse un peu dans l'expectative, et un parti et des militants qui sont, pour ne pas dire, inexistants.
Alors selon vous, il y a des changements qu'il faudra faire. Quels seront les bouleversements qui se préparent à l'Élysée et surtout autour de qui ? On y répond. Les échanges se poursuivent. Vous êtes bien devant le club. L'info en question s'interroge sur les changements à venir de l'Élysée jusqu'au parti. Emmanuel Macron va-t-il tout changer et doit-il tout changer ? On continue d'en parler avec Bruno Millienne, député MoDem dans les Yvelines, Aurore Lalucq, économiste et porte-parole de Génération, Olivier Gracia, essayiste, et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Avant de parler des changements à venir, qui sont actuellement les hommes du président ? Réponse avec Camilla Campusano. Il gravite autour d'Emmanuel Macron, la garde rapprochée du président de la République. Essentiellement des soutiens de la première heure. Ils étaient à ses côtés dès le début de l'aventure En Marche et même avant. Certainement l'un des plus proches, Alexis Kohler. Les deux hommes se connaissent depuis 2009. Alexis Kohler devient le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy, avant d'occuper le bureau voisin de celui du président de la République en tant que secrétaire général de l'Élysée. Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, plus qu'un collaborateur, ils ont failli lancer une start-up ensemble. Projet contrarié à l'époque, Emmanuel Macron devient ministre de l'économie. Ministère où il rencontre Sibeth Ndiaye, aujourd'hui chargée des relations presse à l'Élysée, mais aussi pendant la campagne. Elle est partout. On recule un peu, merci. Bercy comme lieu de rencontre, tout comme pour Stéphane Séjourné, le conseiller politique du chef de l'État chargé des contacts avec les élus et le Parlement. Parmi les très proches d'Emmanuel Macron également, Sylvain Faure, la plume du président. Il intègre son équipe de campagne dès l'été 2016. Un peu à part, mais bien présent, Bruno Roger Petit. L'ancien journaliste rejoint une équipe déjà soudée en septembre 2017. Le porte-parole de la présidence est l'un des premiers à aller au front dans l'affaire Benalla. Alexandre Benalla. Mais seuls les plus proches constituent la War Room, cellule de crise face à l'affaire Benalla, sur demande d'Emmanuel Macron. Ensemble, ils élaborent une riposte. C'est de là que le feu vert est donné pour que le président de la République sorte du silence. Ça n'est pas la République des fusibles. Mais des fusibles, il semble qu'il y en aura tout de même. À partir du moment où les procédures en place permettent que des dérives individuelles arrivent, eh bien ça veut dire qu'il faut changer les procédures. C'est ce qu'il a demandé au secrétaire général de l'Élysée, d'avoir cette analyse et de procéder à une réorganisation. À la manœuvre, Alexis Kohler sans surprise. Le secrétaire général de l'Élysée qui était aussi sur le grill devant les sénateurs. Je le jure. Déjà acté, la création du poste de directeur général des services comme dans les collectivités locales, un directeur responsable du recrutement et de l'attribution des missions des salariés et des logements de fonction selon le Parisien. Une réponse au flou autour du recrutement d'Alexandre Benalla révélé par la commission d'enquête au Sénat, malaise d'Alexis Kohler. Les circonstances de l'embauche de M. Benalla au sein de la campagne, au sein du mouvement, sur lequel, pour tout vous dire, je ne sais pas exactement à quelle date il a été recruté. Une réorganisation au-delà de l'Élysée, dans la ligne de mire potentiellement Alain Gibelin, le directeur de l'ordre public et de la circulation, ou encore le préfet de police qui a pointé du doigt l'Élysée dans cette affaire Benalla. Je rappelle que j'ai été informé de cette affaire par le palais de l'Élysée. Des changements profonds dès la rentrée sont annoncés. Il a gagné la présidentielle en mode de commando. Ça ne peut plus fonctionner comme ça une fois installé au pouvoir ? Non, ça ne peut plus fonctionner comme ça, si vous voulez. Après, encore une fois, le problème d'Emmanuel Macron, il n'est pas tellement dans le diagnostic, il est dans l'absence de parti, de mouvement, d'hommes, de vivier. Et là, pour le coup, eh bien, il peut arriver à attirer à lui des gens de droite, de gauche pour le gouvernement et éventuellement pour en faire des alliés politiques conjoncturels. Mais en revanche, un vivier de personnes proches dont il peut s'entourer et en lesquelles il a confiance, eh bien ça, c'est moins évident. Et donc là, on voit dans le petit reportage que vous avez présenté qu'il s'entoure de gens qu'il connaît de la campagne, voire d'avant de la campagne. Et comme je le disais tout à l'heure, il a le cabinet le plus énarchisé de la Ve République, eh bien parce qu'au bout du compte, ce sont ces gens avec qui il a fait sa scolarité, qu'il connaît parce qu'il est passé par ces canaux-là. Et donc, on est dans une Élysée
qui est composé de clones d'Emmanuel Macron. Si on compare avec ses prédécesseurs, François Hollande était énarque, il y avait des énarques dans les cabinets. François Hollande n'a pas la même promesse. Voilà, et par rapport à ses prédécesseurs, on est encore le cran au-dessus. C'est-à-dire que je ne sais plus exactement quelle est la proportion, mais on est du genre on est à 70-80%. Et François Hollande, encore une fois, c'est ça qui le différencie de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, il y avait un parti derrière. Et le parti, c'est pas neutre, ça permet d'avoir des recrutements différents. Et le parti, c'est également un contre-pouvoir, parce que quand le parti vous dit non, ou quand il y a des tendances dans le parti, vous êtes obligé de composer et de réfléchir. Et le parti, c'est également quelque chose qui vous fait remonter des idées du terrain et des critiques éventuellement du terrain. Et ça, Emmanuel Macron, eh bien, il ne l'a pas. Et ça explique en partie le dysfonctionnement. Il ne l'a pas, vous avez un député Modem qui est en face de vous. Mais le Modem, ça existe depuis longtemps. C'est dans la majorité présidentielle, ça montre l'ouverture, une certaine ouverture du chef de l'État. Il y a une part de vérité dans ce que vous dites. C'est vrai que La République En Marche, elle s'est faite avec le président pendant la campagne, en très peu de temps, en à peine 1 an et demi. Ce parti est né, on le sait très bien, nous on est passé. Oui, nous on est passé par là aussi en 2007. Je veux dire que le Modem en 2007, quand il s'est créé, après il y a eu pas mal de fuites, parce qu'après il faut résister. Il y a la mouvance que vous mettez en marche sur une idée politique, sur un courant que vous voulez porter et qui est porteur, la preuve avec Emmanuel Macron. Et après il faut cimenter tout ça, tout ce qui vient derrière, parce que les gens, c'est des individualités différentes avec des pensées différentes et c'est compliqué. Nous on a un peu la chance, c'est vrai au Modem, d'être structuré depuis 2007. Donc ça fait quand même 10 ans qu'on existe, avec une famille politique qui, si elle est encore là, en tout cas pour ceux qui sont là à l'Assemblée, ça fait donc 10 ans qu'on se connaît, c'est assez cimenté, on sait, vous regarderez les réactions après, si vous voulez, des différentes parties de la majorité présidentielle pendant l'affaire Benalla, elles n'ont pas été les mêmes, tout à fait les mêmes, entre le Modem et La République En Marche, mais c'est juste l'expérience. Mais est-ce qu'il peut s'appuyer sur vous, le chef de l'État ? Bien sûr qu'il peut s'appuyer sur nous, je peux vous dire qu'il s'est appuyé sur nous pendant l'affaire Benalla, bien sûr qu'il peut s'appuyer sur nous. À l'Assemblée, on s'est appuyé sur nous, on a tenu la baraque aussi fort qu'on pouvait la tenir. Plus les députés Modem que La République En Marche ? Tout le monde, mais nous avec un petit peu plus d'expérience, honnêtement. Après, méfiez-vous quand même d'une chose, parce que moi je me souviens des discours pendant la campagne présidentielle en disant « Ok, il va devenir président ». Il n'aura jamais la majorité à l'Assemblée parce qu'il n'a pas de parti. Son parti a eu la majorité absolue. Absolue. Et les députés LREM, j'en côtoie quand même tous les jours, je peux vous dire, il y en a un certain nombre qui apprennent très très vite. Donc ces personnes qui lui manquent peut-être dans son entourage aujourd'hui, les personnes qui sont autour de lui et qui sont des proches depuis toujours, et c'est normal, avec le programme qu'il avait, il avait besoin d'avoir des gens de confiance autour de lui, il va en trouver à la LREM à un moment ou à un autre. Ça va remonter. Moi, j'en suis intimement persuadé. Vous verrez, ça va très vite, l'apprentissage. Olivier Gracia. C'est vrai, vous avez raison. Il a monté un peu en marche comme une start-up avec ses camarades de promo d'école, en l'occurrence de l'ENA. Vous avez raison, c'est qu'avec Emmanuel Macron, on avait quand même la promesse de mettre fin à un ancien régime. L'ancien régime de privilèges, de personnes qui avaient des mandats depuis des lustres et qui ne voulaient pas se libérer de l'obligation politique. Donc il y avait évidemment cette promesse, alors qu'il a partiellement réalisée, parce qu'il a quand même envoyé à l'Assemblée, il faut le noter, plus de jeunes, plus de femmes, et des profils qui viennent vraiment de la société civile. Mais après, les députés d'aujourd'hui sont encore plus riches que ceux d'hier, donc finalement, il n'y a pas une vraie mixité sociale, par contre, dans les députés En Marche. Mais en fait, Emmanuel Macron n'est pas dans une affection réelle du Parlement. Il est dans une logique de technocratie. C'est quelqu'un qui a vraiment une affection toute particulière pour l'administration. Il a bonne foi que c'est l'administration qui va faire avancer l'État et les choses. D'ailleurs, sa réforme constitutionnelle n'est pas non plus très tendre avec le Parlement, avec les parlementaires. Et donc, il est vraiment dans cette toute croyance technocratique. Donc, finalement, les gens qui font le pouvoir, qui font les lois, restent les mêmes. Ça reste des gens de l'ENA. Et finalement, les députés qui sont ce semblant de modernité n'ont pas finalement un réel importance, selon moi, dans le fonctionnement de la Macronie. Et au sein du gouvernement, si on regarde les ministres qui sont tour à tour montés au front dans l'affaire Benalla, selon vous, sur qui Emmanuel Macron peut vraiment compter ? On a vu une Nicole Belloubet assez mal à l'aise. Il faut dire qu'elle défendait la réforme de la Constitution, justement, quand elle a appris qu'une enquête était ouverte. Elle a un peu contredit Bruno Roger-Petit, le porte-parole de la présidence. Gérard Collomb, certains l'ont dit qu'il n'était pas assez convaincant lors des éditions. Benjamin Morel, qui sont aujourd'hui les hommes et les femmes fortes sur qui Emmanuel Macron peut s'appuyer ? Oui, si vous voulez, en sciences politiques, on a un mot pour qualifier ce gouvernement, c'est une épistocratie. C'est-à-dire, on nomme des spécialistes d'un sujet
aux ministères sur lesquels ils sont spécialistes. Mais du coup, vous n'avez pas de vraie politique, de vraies personnes sur qui, justement, vous pouvez vous appuyer en dehors de la technique. Il y en a quelques-uns quand même. Il y a Édouard Philippe, il y a Gérard Collomb. Mais ça reste relativement rare et ce sont surtout des ministres qu'Emmanuel Macron a côtoyés, mais qui, justement, n'ont pas forcément une force dans l'opinion qui est extrêmement importante. Après, est-ce que c'est un vrai problème ? C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il a quand même bien compris comment fonctionnait la Ve République depuis le quinquennat. L'ancienne théorie du paratonnerre, ce ministre-là, on va l'envoyer en première ligne et il va prendre les coups et comme ça on va épargner le président, ça ne marche plus. La théorie du fusible, on envoie un Premier ministre et quand sa politique est impopulaire, eh bien on l'enlève et tout d'un coup on se refait une virginité dans l'opinion. Ça ne marche plus. Ça lui aurait été bien utile. Ça lui aurait été Édouard bien Philippe utile. est monté au front à l'Assemblée, il a réussi à protéger le chef de l'État. Oui et non, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus. L'affaire Benalla, et a raison, on ne la renvoie pas à Édouard Philippe qui n'y est pour rien, on la renvoie à Emmanuel Macron. La politique qui est menée, elle n'est pas attribuée, à part quelques petites choses comme les 80 km/h, mais sinon dans l'opinion, elle n'est pas attribuée à Édouard Philippe, elle est attribuée au président de la République. Et donc, remaniement ou pas remaniement, même si ça continue à faire la une, dans l'opinion, ça n'a plus réellement d'incidence. Là, ce sont des anciens schémas qui datent d'avant le quinquennat, et aujourd'hui, eh bien, ça devient cosmétique. Aurore Lalucq. Moi, je suis quand même étonnée parce qu'effectivement, il est entouré de technocrates. Il a des spécialistes autour de lui. Et en même temps, on a un pouvoir, je trouve, qui est très amateur. Et excusez-moi, mais très peu compétent, je trouve. Quand on regarde les réformes qui ont été mises en place jusqu'à présent, je pense notamment à la taxe d'habitation, je trouve que c'est d'un amateurisme crasse. On a rarement vu une réforme aussi mal pensée, aussi mal ficelée. Donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'à la fois, on a un pouvoir très technocratique, on a même parlé, nous, à Génération, de technocrature pendant un moment, c'est-à-dire d'un pouvoir très autoritaire, très centré, très vertical et bourré de technocrates. Et en même temps, dans les faits, quand on regarde les propositions de loi, elles sont relativement faiblardes et on voit des ministres aussi peu techniciens finalement. Donc c'est ça qui est un petit peu étonnant aussi dans ce gouvernement et on l'a vu à travers ce sujet. On a eu des prises de parole qui allaient un peu dans tous les sens. C'est très amateur, je trouve. Alors, selon nos confrères du Parisien, l'Élysée envisage de nommer un directeur général des services. Ce serait une première qui serait en charge de gérer les missions attribuées aux salariés. Comme ça, on ne se retrouverait pas avec des protagonistes qui sont incapables de définir précisément les missions d'Alexandre Benalla. La communication serait également réorganisée, ainsi que la sécurité du président. Si je vous ai bien compris, les uns et les autres, Emmanuel Macron doit tout changer ? Bon, je ne sais pas s'il doit tout changer, mais vous voyez bien que là, quand même, sur cette affaire-là, on est tombé sur des dysfonctionnements assez majeurs qui sont dus simplement à des gens qui, à un moment ou à un autre, peuvent aussi péter un plomb et qui ne maîtrisent pas forcément toutes les données d'un pouvoir absolu. Parce qu'on est dans la Ve République, et c'est vrai que la Ve République offre au président de la République une espèce de pouvoir absolu. Donc quand on s'approche de Dieu, en l'occurrence, on peut se brûler les ailes. Ça, c'est arrivé. Alexis Kohler avait déjà remarqué des dysfonctionnements au niveau de l'Élysée sur la façon dont les choses étaient réparties. Le travail était en cours. Ça va se continuer, ça va se poursuivre. Après, il leur appartient à eux, effectivement, de réorganiser ça pour que ce soit lisible, s'ils considèrent que ce n'est pas lisible. Et quand ils l'auront fait, ça, j'espère bien qu'ils nous le donneront dans la plus grande des transparences, de manière à ce qu'on voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les réponses qui ont été apportées à ces dysfonctionnements. Aurore Lalucq. Encore une fois, c'est Emmanuel Macron qui doit changer, à mon avis. Il est responsable de cette situation. Il doit changer, lui, et réorganiser en fonction de ce changement. Et notamment, en devenant le président de tous les Français, en ayant un pouvoir beaucoup moins clanique. Oui, mais ça n'empêche pas les dysfonctionnements administratifs, il faut les régler quand même. Ça ne les empêchera pas, mais il faut absolument que lui change pour que tout le reste change. C'est lui le principal fautif de cette situation. C'est personne d'autre. Vous avez parlé de pouvoir absolu. À partir du moment où on parle de pouvoir absolu, ça veut dire que c'est lui qui est responsable de tout. Il faut qu'il l'assume à un moment. Veut l'exercer comme ça. Justement, qu'il l'assume et qu'il devienne responsable et que lui change. Il y a effectivement cette transparence. Alors, qu'il change ou pas, ça c'est votre avis. Il y a effectivement cette transparence à faire sur l'émission des uns et des autres au sein de l'Élysée, que ce ne soit pas quelque chose d'opaque. Parce que c'est apparu comme quelque chose d'opaque aux gens. Personne n'a compris pourquoi Benalla se retrouvait là, pourquoi il avait agi comme ça. Bon, on peut considérer que c'est une faute, mais pourquoi il se retrouve au milieu de tout ça, pourquoi à chaque fois on le voit à côté du président, sa fiche de poste ne correspond pas forcément à ce qu'il fait. Donc il faut clarifier tout ça. Ça, les gens ont besoin qu'on clarifie tout ça, et du coup, ça clarifiera
complètement le fonctionnement de l'Élysée, qui n'a jamais été clarifié jusqu'à maintenant, et pour être honnête. j'insiste dans tous les ministères, parce que la réduction du nombre de cabinets attendez. fait qu'il y a beaucoup de contractuels, on ne Ça sait n'a pas jamais ce qu'ils été font, clarifié. c'est de l'argent public. Ça n'a jamais été clarifié de toute l'histoire de la Ve République jusqu'à maintenant. Donc faisons cette clarification-là. Ça, c'est avec, vous le souhaitez, un président qui change. Et Aurore Lalucq surveillera les changements et la transparence. Olivier Gracia. Mais la transparence aujourd'hui, elle est partout. Je veux dire, elle est également sur les réseaux sociaux. Je veux dire, la transparence, c'est vraiment le thème clé et cœur de tous les politiques et de tous les médias. Il faut plus de transparence absolument partout. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus bouger une oreille sans se faire photographier, sans se faire filmer, sans se faire voir. Et les hommes politiques sont déjà soumis à cette transparence dans leur vie privée. Même, on parlait du cas des vacances des ministres. Aujourd'hui, les ministres en vacances vont être cloîtrés chez eux, vont avoir peur du moindre photographe, du moindre contact humain pour fuir justement les projecteurs. Donc aujourd'hui, dans la culture de la toute transparence, et je ne pense pas que la toute transparence soit une réponse aux maux de la politique. Parce que qui dit une grande transparence, qui dit plus de vertu, il dit aussi un peu de la terreur. On exerce de la terreur finalement sur les hommes publics. En exerçant cette terreur sur les hommes publics, on les rend parfois aussi un peu inhumains. Benjamin Morel, Élysée intérieur, est-ce qu'il faudra tout changer ? Oui, je suis pas en désaccord sur cette idée de la transparence. Je crois que plus... En fait, la transparence, il y a une gradation. Plus on met de transparence, plus on ouvre de portes, plus on découvre des affaires qui sont de plus en plus ridicules, et plus ensuite on réclame de la transparence. Et jusqu'où tout ça nous mène, il faut également qu'on réfléchisse à ça. Tout ce que propose Emmanuel Macron, c'est pas inutile d'un point de vue administratif. En revanche, du point de vue politique, le problème reste le même. Et le problème, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est justement ce pouvoir absolu. Dès lors que quand un homme qui dit « je suis collaborateur du président de la République » arrive sur le terrain, que tout d'un coup toutes les portes lui sont ouvertes, que tous les fonctionnaires se mettent à son service, là il y a un problème. Il y a un problème de pouvoir parallèle qui ne vient pas forcément du chef de l'État, mais qui vient de l'autorité d'un roi Soleil. Et là, on est dans une dérive qui n'est pas celle de la Ve République, pas celle du texte de la Ve République. Si vous prenez le texte de la Ve République, il ne dit jamais ça, qui est celle de la façon dont on envisage le rôle du président de la République, dont il est envisagé par son titulaire, mais dont, et on est un peu tous coupables, nous tous, on le voit et on y consent. Non, mais je vais même aller plus loin. Et après, on en vient au prochain chantier, je vais même aller plus loin que ce que vous dites, parce que là, on parle de cette espèce d'excès de pouvoir qui est dû effectivement à la personne qui dit « je suis un proche du président de la République », où on sait que c'est un proche du président de la République, donc on lui octroie tout un tas de privilèges sans même qu'il les ait demandés. Mais si on pousse l'exercice un petit peu plus loin, il en va de même pour beaucoup d'élus. Si on ne prend pas, nous, députés, nouveaux députés, j'entends, de la distance par rapport à notre fonction, mais on s'aperçoit de choses qui ne devraient pas être. Et ça, c'est quand même bien inscrit dans la mentalité française, ou en tout cas dans l'inconscient français, qui fait que dès l'instant où que vous avez pris un petit peu de pouvoir, quel que soit le niveau, que ce soit de l'élu local, du député, du sénateur, du ministre, et puis après vous remontez au président, forcément, on vous octroie plus que ce à quoi vous avez droit. Vous avez un devoir d'exemplarité, je dis bien d'exemplarité, pas d'infaillibilité, personne n'est infaillible, et vous devez l'exercer en tant que tel, ce pouvoir-là, comme ça. Mais c'est valable pour tout le monde. Donc le problème, il est bien inscrit dans nos inconscients, en fait. Et voilà pour les chantiers qui attendent Emmanuel Macron à la rentrée concernant la réorganisation de l'Élysée. On en vient à cette cause nationale, selon Emmanuel Macron, la sauvegarde de notre patrimoine qui est en péril. Le patrimoine, on le sait, les Français y sont attachés. Peut-être que vous, qui nous regardez ce soir, avez décidé de prendre des vacances, de profiter d'un week-end pour vous rendre au Mont-Saint-Michel ou au château de Chambord. Mais êtes-vous prêt à payer pour préserver nos sites qui ont besoin d'être rénovés ? Les chantiers sont colossaux, les besoins se chiffrent en millions d'euros. Un homme surnommé Monsieur Patrimoine a été mandaté pour cette mission, trouver des fonds. Il s'agit évidemment de Stéphane Bern, mais son appel aux dons, pour l'instant, n'a pas rencontré le succès escompté. Mathilde Brun. Le château de Chambord, l'un des joyaux du patrimoine français. Un bijou de la Loire qui attire 1,5 million de visiteurs par an, mais un bijou vieillissant. On estime à 10 millions d'euros le montant des travaux. Restaurer, rénover, une nécessité pour beaucoup d'autres châteaux et églises de l'Hexagone. L'État doit donc mettre la main au porte-monnaie. Il a déboursé 326 millions d'euros pour l'entretien et la restauration. Un chiffre en augmentation cette année, et pourtant si loin des 2 milliards normalement nécessaires. Ce patrimoine culturel, il fait vivre nos territoires. Avec la restauration du patrimoine français, on rouvre des cafés, des restaurants, on fait revivre des centres-bourgs, des centres-villes. Alors pour préserver son patrimoine, l'État mise donc sur la générosité des Français.
Sur le site de la Fondation du patrimoine, lancé il y a 2 mois, on vous invite à faire un don pour restaurer l'un des 2000 sites en France identifiés en péril. Ici, par exemple, cette église dans les Alpes de Haute-Provence a besoin d'un coup de jeune. 70% du budget nécessaire à la rénovation est déjà collecté. Mais certains sites ne font pas recette. C'est le cas du château de la Punta en Corse pour lequel seulement 10 € ont été récoltés, alors que ce sont plus de 900 000 € qui sont attendus. Cette souscription nationale est donc pour l'instant loin des attentes. Au total, seulement 1,3 million d'euros récoltés. Une bien maigre cagnotte. Le ministère de la Culture compte donc sur un projet original pour financer ces trésors en danger, le loto du patrimoine, porté par l'animateur Stéphane Bern. Le patrimoine a été construit avec l'argent du loto, le loto va permettre de sauver le patrimoine qui aujourd'hui est en péril. Le principe, des tickets XXL illustrés par des lieux emblématiques de France, vendus à partir de septembre au prix de 15 €. Les gains récoltés, estimés entre 15 et 20 millions d'euros, vont bénéficier à 18 sites prioritaires. La maison d'Aimé Césaire à Fort-de-France ou encore la villa Viardot à Bougival par exemple pourraient recevoir entre 100 000 et 1 million d'euros chacun. On ne compte plus le nombre de sites qui ont besoin d'argent. Au total, 2 milliards 300 millions d'euros, c'est ce qu'il faudrait pour pouvoir tout rénover, soit le quart du budget du ministère de la Culture. Qui doit payer ? Les Français qui se plaignent déjà de payer des taxes, des impôts pour financer la rénovation de nos monuments. Déjà, il faut revoir peut-être un peu l'affectation du budget du ministère de la Culture. Beaucoup a été donné à l'art contemporain ces dernières années et les monuments historiques ont été un peu les parents pauvres dans tout ça. En plus, avec un certain nombre de mariages entre art contemporain et monuments historiques qui sont relativement discutables. On en a quand même un peu parlé dans les médias. Donc tout ça fait qu'il y a un certain nombre d'interrogations et que l'État peut certes demander, et ce loto c'est très bien, ce que fait Stéphane Bern c'est excellent, mais peut-être que l'État en lui-même et le ministère de la Culture pourraient faire plus pour sauver ce patrimoine en péril. Olivier Gratien, ce sont aux Français qui sont sollicités à travers cette mission patrimoine de payer ? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron, pour le coup, a vraiment une conscience du patrimoine français, de l'histoire de France, il est vrai. Et en mandatant Stéphane Bern, il a eu raison de cette manière parce qu'il a voulu mettre de la lumière sur un domaine qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas suscité un grand engouement populaire. Alors, l'idée du loto en soi est bonne. C'est-à-dire que l'idée du loto est bonne. Comment intéresser les Français à la reconstruction du patrimoine en les intéressant financièrement, finalement, l'idée d'une loterie. L'idée est plutôt bonne. Alors, à voir, ça le va prendre. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les billets sont vendus 15 €, ce qui est un tarif un peu prohibitif pour les Français parce que généralement, on est plus habitué à des tarifs autour de 3, 4, voire 5 €. 15 €, le montant est un peu élevé. Alors, on précise qu'il y a un jeu de grattage spécial avec 15 € et un loto à côté qui coûte 3 €. 3 €, exactement. Et l'idée, par contre, problème de communication aussi, c'est que concrètement, je pense que Stéphane Bern n'a pas déployé les éléments nécessaires pour faire vraiment la lumière sur ces événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on redécouvre qu'il y a ce loto, ce patrimoine, mais beaucoup de Français, je pense, sont encore dans l'ignorance qu'il existe ces sites de crowdfunding, on peut mettre de l'argent, etc. Donc on est un peu dans l'ignorance comme les Français par rapport à ça. Qu'est-ce que vous faites, Bruno Malienne ? Moi, ce que je fais... Millienne. Non, mais là, on voit bien que le problème... Le gouvernement. Non, mais le problème... Alors, effectivement, il y a la réorientation un petit peu, effectivement, des fonds du ministère. Ça, il va falloir y travailler, c'est pas faux. Mais on voit très bien quand même que sur cette histoire de sauvetage du patrimoine via Stéphane Bern, via le loto du patrimoine, via les tickets à gratter, moi, je suis désolé, la communication, je ne l'ai pas vue. On l'a pas vu. Si moi, je ne l'ai pas vu, les Français ne l'ont pas vu non plus. Le mode d'emploi pour le site, j'ai quand même un petit peu étudié avant de venir ici, j'y suis allé sur le site. Eh ben, faut être sacrément fort pour s'y retrouver. C'est assez compliqué. Donc tout ça fonctionne pas bien. Or, les Français donnent. J'en veux pour témoin, parce que je pense qu'on va avoir un invité, une plateforme de crowdfunding qui travaille notamment sur le petit patrimoine bâti et qui, elle, arrive à récupérer des fonds pour aider ceux qui ont besoin que ce patrimoine-là soit restauré. Donc, il y a une appétence des Français pour ça, je pense. Mais là, c'est la communication et le mode d'emploi qui ne vont pas. Aurore Laluc, il y a une erreur de casting ? C'est pas une erreur de casting. Non. C'est en fait, on est une erreur d'approche. Oui, on est en train de... cette affaire, elle est hyper intéressante, en fait, parce que ça nous explique, c'est de l'utilité de l'impôt. Oui. C'est pourquoi l'impôt existe. Premièrement, 3 points. Le premier, moi, quand j'ai vu le loto sortir, ça m'a rappelé les États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, vous pouvez acheter un bout de route, un bout de banc, puis si vous l'achetez, votre nom est inscrit dessus. Et ça existe aux États-Unis parce qu'en fait, aux États-Unis, on n'a pas fini l'État-providence.
Ce qui n'est pas le cas. En France, on a un État-providence qui fonctionne bien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les monuments qui sont financés généralement sur une base territoriale. C'est-à-dire que c'est les gens qui habitent autour de territoires qui vont vouloir financer le patrimoine en péril. Et qu'est-ce qu'on voit avec la Maison d'Aimé Césaire, qui n'a pas récolté d'argent ? C'est que les Martiniquais, par exemple, ils sont pauvres, globalement. C'est l'un des territoires les plus pauvres de France. Donc évidemment, ils ne vont pas donner d'argent parce qu'ils sont pauvres. Troisième point, la question de l'information. On l'a dit tout à l'heure, on n'est pas au courant en fait du patrimoine, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, dans quel état il est, etc. Donc nous, en tant que citoyens, on est un peu perdus parce qu'on n'a pas accès à cette information. On a exactement le même sujet en biodiversité, où les gens sont prêts à donner énormément d'argent pour sauver un joli panda ou un joli tigre. Par contre, une molécule hyper importante qui est dans le sol et quand on regarde au microscope, elle n'est pas très très belle, là, il n'y a plus personne pour vous donner d'argent et on ne sait pas forcément qu'elle est importante. Donc là, en fait, à travers cette histoire, on est en train de se rendre compte que l'impôt, c'est important parce que ça permet justement de pallier à tout ça. Ça permet d'avoir des gens qui sont... C'est aux Français de payer, mais à travers l'impôt. L'impôt, ouais. L'impôt, qui est le consentement ultime, qui permet justement de faire en sorte que les territoires les plus riches vont compenser les territoires les plus pauvres, qui fait qu'il y a des personnes qui sont compétentes pour nous dire où est-ce qu'il faut investir. C'est l'impôt. Et à travers cet échec, parce que pour moi c'est un échec, on est en train de redécouvrir l'utilité de l'impôt. Alors Stéphane Bern avait émis une autre idée qui avait suscité une bronca pour obtenir de l'argent, faire payer l'entrée dans les cathédrales. Regardez ce reportage signé Michel Izard et Bertrand Lachat. De l'extérieur, Notre-Dame de Paris est un joyau parfaitement gratuit. Seul l'accès aux tours géré par le Centre des Monuments Nationaux est payant, 10 €. L'entrée à l'intérieur de la cathédrale elle-même, gérée par l'archevêché de Paris, est libre. C'est le monument le plus visité d'Europe. 13 millions de personnes s'y pressent chaque année. Cela pourrait représenter une manne. C'est l'idée que, par exemple, en Italie, en Espagne, pays très catholique, s'il en est, eh bien, au moment où il n'y a pas d'office religieux, au moment où il y a simplement des hordes de touristes, eh bien, on puisse faire payer l'entrée. Ça pourrait aider à restaurer le monument. À Milan, l'entrée est de 3 €, 4 à Gand, 6,50 à Berlin, 9 à Séville, 11 à York. Les cathédrales françaises, elles, restent gratuites. Je vois pas pourquoi il faudrait faire payer un lieu de culte comme il est là. Il faut le garder comme il est là. Si c'était 2 € chacun, moi je trouve que ça serait très bien parce que l'entretien coûte une fortune. À Notre-Dame, le budget de fonctionnement est de 6 millions d'euros par an, entièrement financé par les offrandes et les dons, de manière à garder la dimension spirituelle du lieu. Faire payer, c'est transformer notre cathédrale en un musée, et en un musée qui présente des œuvres, et parfois souvent des œuvres mortes. Moi, je veux proposer des œuvres vivantes. La loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État interdit de faire payer l'entrée pour un lieu de culte. Théoriquement, l'État est chargé de l'entretien du bâtiment. Mais pour faire face aux importants travaux à venir, Notre-Dame de Paris a créé une fondation et lance un appel au mécénat. Oui, même l'Église était opposée à cette idée, Benjamin Morel. Oui, on est face, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'impôt qui doit financer ce genre de travaux. Et donc, l'attachement au patrimoine d'Emmanuel Macron, moi, il m'interroge tout de même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le patrimoine, c'est d'une certaine façon une valeur économique comme une autre. Si on prend le bilan en termes de patrimoine d'Emmanuel Macron, il n'est pas terrible pour le moment. Dans la loi Elan, la dernière loi qui est passée, vous avez notamment une disposition qui entraîne un avis consultatif des ABF pour la destruction des bâtiments menaçant de tomber en ruine. Et avec une telle disposition, dont les associations pour la défense du patrimoine, contre lesquelles elles se sont battues profondément, eh bien, avec une telle disposition, le Marais tel qu'on le connaît actuellement, ce serait peut-être pas tout à fait le même Marais qu'aujourd'hui. Si jamais cette loi était passée il y a 10 ans ou il y a 20 ans, en tout cas dans les années 60, on aurait un Marais bétonné, on aurait un Marais qui aurait des tours, etc. Si on regarde maintenant la façon dont La République En Marche agit au Conseil de Paris, c'est La République En Marche, c'est grâce aux voix de La République En Marche que des tours vont être construites dans le 12e arrondissement. Donc là, on voit qu'il y a tout de même une certaine ambiguïté d'Emmanuel Macron. Et Stéphane Bern, qui a notamment dénoncé cette question sur la loi Elan, sur les ABF, Stéphane Bern s'est fait répondre par Emmanuel Macron que tout ce qui nuisait au développement économique,
au profit du patrimoine, c'était quand même hyper réactionnaire. Mais Benjamin Morel, si on part du principe et dans la vision assez libérale du chef de l'État que le patrimoine appartient à tous, est-ce que c'est pas normal de demander aux Français de faire un effort supplémentaire? Mais le patrimoine, s'il appartient à tous, il est financé par l'impôt. Si jamais le patrimoine, c'est quelque chose qui est bankable, à ce moment-là, vous faites un loto et vous faites payer l'entrée des cathédrales. Or, visiblement, au regard de la loi qui a été votée et au regard des dispositions qui sont proposées, le patrimoine, c'est plutôt une distraction dans la société du spectacle. Et si vous deveniez propriétaire d'un château pour éviter qu'il ne tombe en ruine? Certains Français se mettent à plusieurs pour acheter un monument. C'est du financement participatif. Avant d'en parler avec le cofondateur d'une plateforme de financement justement pour préserver notre patrimoine, regardez ce reportage. Il a été tourné il y a quelques mois par Antoine de Pressigou, Bruno Poiseul et Olivier Stambach. Des internautes ont acheté un château dans la Vienne. Certains y voient une ruine. D'autres préfèrent évoquer son charme fou. Le château de la Motte-Chandonnier est abandonné depuis bien longtemps. Trop dangereux, plus personne n'habite à l'intérieur. Alors, pour parler de ce chef-d'œuvre du 19e siècle, voici sa plus grande admiratrice, la voisine. Je vois les arbres qui changent de couleur au gré des saisons, etc. Je suis complètement obsédée par sa beauté. Et elle n'est pas la seule. Romain et Julien ont imaginé un concept fou. Créer une société pour acheter l'édifice et proposer à des internautes d'en devenir actionnaires. Prix de vente du château, 500 000 €. J'ai toujours voulu être propriétaire d'un château de la Loire. C'est un cadeau de Noël pour mon beau-frère. Tous sont désormais des châtelains, heureux propriétaires d'une ruine qu'il faut d'abord consolider pour éviter qu'elle ne s'effondre. Nous, ce qu'on souhaiterait, et on proposera ça aux 10 000 coactionnaires, c'est de dompter un peu cette végétation, mais de garder cet aspect unique au monde, cet aspect conte de fées. Une rénovation complète coûterait beaucoup trop cher. Le projet vise plutôt à rendre le bâtiment apte à accueillir du public pour que la Société des Châtelains devienne à terme économiquement viable. On pourra faire tous les lotos du monde, on pourra faire tout ce qu'on veut, on ne réglera pas le problème du patrimoine à renfort d'argent public. Le but, c'est vraiment d'aller chercher de l'argent ailleurs, de faire des visites, de le laisser pour des lieux de tournage, de peut-être créer des chambres d'hôtes. Grâce à un site internet, les actionnaires devront décider du futur du château. Plus il y a de propriétaires, plus il y a d'idées. Mais plus les décisions risquent d'être difficiles à prendre. Bonsoir Romain Delhomme, vous nous avez rejoint, on vous a vu dans le sujet, vous êtes cofondateur de D'Artagnan, plateforme de financement participatif dédiée à la préservation du patrimoine, et vous proposez aux gens de devenir mécènes pour 50 €. L'esprit de cette plateforme, est-ce que c'est de dire l'État ne peut pas tout, alors c'est aux Français de prendre le relais ? L'esprit de D'Artagnan surtout, c'est de dire qu'on peut être capable en France de créer des grandes communautés des amoureux du patrimoine et pas seulement aller chercher ceux qui ont l'habitude de donner régulièrement, mais d'aller chercher de nouvelles personnes, comme des jeunes, comme des retraités, comme des personnes même à l'étranger, puisqu'aujourd'hui D'Artagnan est présent dans 125 pays du monde grâce au projet de la Motte-Chandonnier. Et nous, on considère aujourd'hui que le modèle anglo-saxon du National Trust, qui a été créé à la fin du 19e siècle et qui regroupe aujourd'hui plus de 5 millions de personnes, est un vrai modèle, une vraie réponse à la préservation du patrimoine. Puisque une communauté puissante, soudée, qui a envie de préserver nos monuments, sans distinction de culture, sans bord politique particulier, peut être capable justement, par la force du nombre, de dégager suffisamment d'argent pour restaurer des monuments. Mais si vous agissez, c'est parce que l'État n'en fait pas assez. Ou en tout cas, ne peut pas faire assez. Moi, je suis assez d'accord avec la vision de dire que le patrimoine appartient à tout le monde et qu'il est possible, dans des lieux patrimoniaux, de développer des vrais projets économiques durables et économiquement viables. Et effectivement, on ne pourra pas le faire partout, mais dans certains lieux, il est possible d'attirer du public. La France reste aujourd'hui quand même le premier pays visité au monde, avec une concentration notamment dans les grandes villes, et spécialement à Paris. Le pays n'est pas très grand. Je pense que si on est capable de développer une offre touristique dans des petits monuments, d'attirer du public dans des plus petits lieux, et que les propriétaires de ces monuments-là, qu'ils soient privés ou publics, puissent développer des activités économiques différentes. On peut être capable, justement, en gérant ça avec un regard plus économique que sauveteur de patrimoine, d'attirer des financements, de dégager du chiffre d'affaires et donc de restaurer les monuments. Et on précise que jusqu'à présent, vous avez récolté plus de 2 millions d'euros. C'est grâce à vous qu'autant d'argent a été récolté en combien de temps ? Alors 2 millions d'euros, c'était uniquement pour le château de la Motte-Chandonnier. D'Artagnan, depuis 2 ans et demi, c'est 5 millions d'euros au total pour 200 projets accompagnés. Le concept de la Motte-Chandonnier est un petit peu différent, puisque là, on proposait aux internautes, non pas d'être simples donateurs, mais d'être vraiment actionnaires,
d'une petite part de l'histoire de France, et c'est ça qui a plu un peu partout dans le monde. Bruno Millienne, est-ce que vous dites, vous aussi, il faut assumer que l'État ne peut pas tout et c'est à la société de prendre le relais? Moi, je dis qu'il faut prendre toutes les pistes qui s'offrent à nous et eux, je les félicite. Je suis absolument fan. Puisque je vous l'ai dit, je travaille un peu avec eux sur des petits projets, parce qu'il faut savoir que le petit patrimoine bâti, notamment, pour les maires, notamment les maires ruraux, c'est très compliqué à rénover. C'est là où ils ont le plus de mal à obtenir de subventions. Quand vous avez un gros patrimoine bâti qui est connu, qui est classé, déjà c'est compliqué d'avoir des subventions pour le rénover. Alors vous imaginez si c'est un monument aux morts, une petite chapelle paumée au fin fond des Yvelines. En général, pour avoir les subventions, vous n'avez pas. Tout ça tombe en ruine et c'est très dommage. Et je pense que Romain ne me contredira pas, mais quand on arrive effectivement à décider, les collectivités locales, et à commencer par les communes, à se rapprocher d'eux pour qu'ils mettent ensemble un plan de sauvetage, eh bien ça fonctionne. Pourquoi? Pour une raison simple. Les gens qui vont les premiers mettre au pot sont ceux qui habitent sur les lieux et qui ont envie que ce patrimoine survivent, vivent et que leurs enfants, leurs petits-enfants puissent le voir et qu'on puisse effectivement créer du tourisme autour, notamment du tourisme vert. Ça, c'est les premiers. Et puis, par agrégation, finalement, tous les gens qui sont autour dans la région viennent et finalement, vous réussissez à récupérer la somme dont vous avez besoin pour rénover ce bâtiment. Ça, c'est la premier étage de la fusée. Si vous êtes malin, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin. J'ai bien résumé la situation. Très bien résumé. Merci. Orla Luc, vous saluez l'initiative, vous dites si ça existe, c'est bien, mais ça prouve que l'État a failli dans sa mission? Non, je salue évidemment l'initiative, comment ne pas la saluer? Non, ça prouve qu'on a un modèle en France à chercher qui est entre le modèle justement anglo-saxon de la communauté, qui est là pour pallier aux défaillances de l'État, et un modèle finalement très patriarcal qui est un peu castrateur parfois pour les citoyens et qui les empêche de participer un peu plus à la vie du pays. Donc l'idéal, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire d'avoir un État qui investit, parce que le patrimoine, c'est notre patrimoine tout d'abord, mais c'est aussi un investissement économique. On est un pays touristique, on a besoin d'investissement dans la matière si on veut continuer à avoir des touristes qui viennent chez nous, mais on a aussi besoin d'initiatives comme les vôtres, c'est-à-dire de gens qui prennent en main justement le petit patrimoine, sans oublier le fait que sur des territoires pauvres, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Mais ça, si on a les deux, c'est absolument génial. Justement, est-ce qu'il y a également un enjeu social et économique? On sait que si on rénove des monuments, ça peut aussi faire revivre des territoires, permettre qu'on réinvestisse des terres qui étaient un peu abandonnées, qu'on ouvre des restaurants, qu'on ouvre des cafés. Benjamin Morel ou Bruno Millienne, comme vous voulez. On est absolument d'accord. là-dessus. Il y a un enjeu majeur qui est celui du tourisme en France. C'est une partie importante de notre PIB et on a un peu trop tendance à juger que c'est acquis. C'est-à-dire que les touristes viennent, quand ils ne viennent pas, on accuse les questions d'insécurité, les attentats, on n'a pas toujours tort, mais il y a également un patrimoine qu'il faut faire fructifier et qui attire les touristes. Les touristes ne viennent pas chez nous pour notre savoir-vivre et notre gentillesse. C'est même plutôt l'inverse qui ressort quand on regarde, à tort ou à raison. Moi, je pense aussi qu'ils ont tort et que vraiment, ils pourraient être beaucoup plus sympas avec nous quand ils arrivent. On fait des progrès sur la gentillesse. Il paraît qu'on fait des progrès. Enfin, je ne sais pas si eux le constatent, mais ils viennent tout de même pour nos vieilles pierres, ils viennent tout de même pour notre patrimoine. Et ça, il faut qu'on se batte pour le garder. Il faut qu'on se batte pour le garder en bon état. L'État ne peut pas tout. L'État fait même, et j'en ai parlé un peu tout à l'heure, plutôt des mauvais choix que des bons, souvent, y compris les collectivités locales. Le fait que des citoyens se mobilisent, eh bien, c'est peut-être non seulement la clé, mais de toute façon, c'est nécessaire. Et ce que vous faites, c'est merveilleux. Olivier Gracia. Typiquement, on parlait des touristes, c'est intéressant. La Chine a une véritable fascination pour le patrimoine français, quitte à recréer des villes complètement nouvelles en Chine. Ils ont recréé un Paris avec une tour Eiffel, avec un arc de triomphe, avec des immeubles haussmanniens. Alors, ils ont beaucoup de mal à vendre aujourd'hui ces appartements auprès des citoyens chinois, mais ils ont une telle fascination pour le patrimoine français qu'ils sont prêts à le recréer chez eux. Donc évidemment, moi je félicite ce type d'initiative parce que c'est la preuve d'une part que les Français ont une passion toujours dévorante pour l'histoire de France. Ils sont prêts à y mettre de l'argent et donc c'est la preuve aussi que l'initiative de Stéphane Bern peut marcher. Alors ce qui est quand même étonnant, c'est que l'initiative lancée par monsieur a quand même beaucoup plus de succès finalement que celle que initie aujourd'hui Stéphane Bern, qui n'a recueilli que 1,3 million, je crois, en termes de souscription. Oui, vous me parlez déjà de 5 millions, ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait 2 ans. 2 ans, c'est exceptionnel. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'exemples de sociétés civiles, d'entreprises qui se lancent depuis la société civile, on peut parfois faire même mieux que l'État. Et c'est rassurant aussi, je trouve. Bruno Millienne, comment vous l'expliquez que monsieur Romain Delhomme rencontre plus de succès que Stéphane Bern? Voilà, exactement. Il y a d'abord deux choses, c'est que Romain et ses acolytes ont une idée de génie en termes de communication. On l'a vu dans le reportage.
c'est devenez propriétaire d'un château pour 50 €. La communication est bonne, exactement. La communication est géniale. Qui n'a pas eu envie de devenir propriétaire d'un château pour 50 €? Surtout celui-là, qui est magnifique. Donc à partir de là, les choses étaient enclenchées. Et comme ils ont su derrière, effectivement, intéresser d'autres personnes, des collectivités ou des privés qui avaient effectivement du patrimoine qui était un petit peu en mauvais état et qui se sont dit on va y aller avec eux, on va travailler le truc. Moi je veux pas faire le commercial de Romain, mais je sais comment ça fonctionne. Mais voilà, ils savent monter les dossiers avec les gens et faire en sorte que les dossiers réussissent et pas forcément sur du patrimoine uniquement connu. Stéphane Bern, lui, il s'adresse. On voit bien les 220 ou les 120 ou les deux. Après, c'est devenu 250 monuments qu'il fallait restaurer. Ce sont des monuments qui sont excessivement connus, dont l'État devrait s'occuper en priorité. C'est pas le patrimoine de Monsieur Tout le Monde. C'est pas le patrimoine d'à côté de chez vous. Romain Delhomme, Stéphane Bern devrait suivre votre initiative. C'est pas la même chose. Et en plus, Stéphane Bern, le mode d'emploi est mauvais. Suivre votre méthode de communication. Non, moi je trouve que Stéphane Bern fait un travail formidable parce qu'il permet de mettre un coup de projecteur encore supplémentaire à la préservation du patrimoine. Je trouve que grâce à son initiative et peut-être aussi un peu à nôtre, le patrimoine, la préservation du patrimoine est en train de devenir peut-être quelque chose à la mode, dont les gens ont envie de faire partie. Ce qui pose plus de problèmes, en revanche, c'est peut-être les organismes avec lesquels ils travaillent, notamment la Fondation du patrimoine, qui bride un peu les acteurs comme D'Artagnan, comme d'autres grandes associations, en les empêchant de travailler de manière unie. Pourquoi ? Et moi, je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a une espèce d'hégémonie qui est mise en place par cette fondation-là, et qui nous empêche, nous, de pouvoir travailler typiquement avec les porteurs de projets du loto. Et on a été comme ça empêchés de travailler avec quelques-uns, parce que, au lieu de penser collectif, ce qui, à mon sens, doit être la primeur de la mission Stéphane Bern, c'est de réunir tous les acteurs. Je pense à Adopte un château, qui est notre partenaire d'exception depuis 3 ans. Je pense à d'autres grandes associations, de se dire, c'est pas une association qui va tout gérer, mais ça va être tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de travail d'équipe. Et moi, j'imaginerais que si tout le monde pouvait travailler ensemble, sur tous les territoires, avec tous les bénévoles, avec toutes les bonnes volontés, et bien certainement que les Français sentiraient aussi que parmi les acteurs du patrimoine, on travaille pour l'intérêt général. C'est compliqué de faire bouger les lignes. On a vu que des dents ont grincé quand Stéphane Bern a été nommé. On s'est interrogé sur sa légitimité. Souvenez-vous. Oui, et sur le patrimoine qu'il allait sauvegarder aussi, c'est qu'évidemment, il a la réputation d'être monarchiste, donc tout le monde a pensé qu'il allait plutôt rénover les châteaux que les anciennes usines d'ouvriers ou le patrimoine ouvrier. Alors, en l'occurrence, c'est pas vrai. Quand on regarde les sites qui sont aujourd'hui restaurés, il a maintenu une forme d'équilibre entre l'histoire de la République et l'histoire de la monarchie. Mais il y avait aussi cette question-là qui était abordée lors de la polémique. Ouais. Mais la question, c'est pas qu'une question de communication, c'est une question de légitimité, en fait. Là, vous, dans votre initiative, vous êtes parfaitement légitime. Vous êtes un citoyen qui a envie d'unir d'autres citoyens pour essayer de restaurer un château. Donc c'est une démarche qui vient du terrain. Vous êtes légitime et c'est pour ça qu'elle a eu du succès. C'est pas une question de communication. Là, avec Stéphane Bern et ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, on a l'impression que tout d'un coup, justement, on a une politique publique d'un genre totalement nouveau où chacun a le droit de payer s'il veut pour restaurer ou pas le patrimoine. Et ça, c'est pas légitime, en fait. C'est pas un problème de communication, c'est un problème de légitimité. Ça a été vu comme quelque chose, comme une incompréhension. À un moment, en plus, où il y a une certaine partie de la population qui a tendance à décrédibiliser le consentement à l'impôt, notamment les plus riches. Donc ça veut dire qu'il faudrait imposer un budget pour être sûr qu'on puisse rénover notre patrimoine. Moi, je vais payer 15 € comme ça, si j'en ai envie ou pas. C'est une question de légitimité plus que de communication, à mon avis. Benjamin Morel. Et c'est un problème, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est un problème également, et là peut-être est-ce que je m'adresse à vous, c'est un problème de politisation des enjeux de patrimoine. C'est-à-dire qu'on va avoir des municipales dans 2 ans. La plupart du temps, le patrimoine, ça passe sous le boisseau lors des municipales, alors que les communes ont un rôle extrêmement important. Donc cette question du patrimoine, tant aux élections nationales qu'aux élections locales, eh bien, il faut la mettre en avant. Il y a très peu de candidats à la présidentielle qui l'ont fait. Il y avait Alain Juppé quand il était encore candidat, mais sinon, il n'y avait personne. Et donc là, il y a un enjeu, et c'est un enjeu qui est citoyen, mais qui est également un enjeu politique. Merci Romain Delhomme d'être venu cofondateur de D'Artagnan et bravo pour votre initiative. Restez avec nous. On va essayer de comprendre ce paradoxe. D'un côté, des restaurateurs, des hôteliers qui cherchent à recruter des gens et de l'autre, des Français qui cherchent un emploi. À tout de suite.
De retour dans le club, l'info en question. C'est un paradoxe à l'heure où des millions de Français recherchent un emploi. Les restaurateurs et hôteliers sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. 130 000 emplois sont à pourvoir dans le secteur, mais voilà, ils n'arrivent pas à recruter, si bien que restaurants et hôtels voudraient pouvoir embaucher des migrants pour faire tourner leurs établissements et demandent au pouvoir public de faciliter l'obtention d'autorisation de travail pour les personnes en situation irrégulière. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Comment en est-on arrivé là ? Alex Guetta, Hugo Blé et Émilien Lacroix ont mené l'enquête. Pierre Lecoutre est chef restaurateur dans cet établissement parisien. Comme chaque année, il se trouve confronté, comme beaucoup de ses collègues, au manque de main-d'œuvre dans le secteur de la restauration. Je recherche pour la rentrée un commis de cuisine et un chef de partie. Ça reste épineux, ça reste à chaque fois, c'est un challenge de trouver la bonne personne pour travailler dans nos restaurants. Une recherche difficile, car le métier est exigeant. Il faut beaucoup de courage pour faire ce métier, il faut de la passion, du courage et la régularité aussi. Même son de cloche dans cet autre restaurant. Anne Clarisse a ouvert cette affaire il y a 3 mois et peine toujours à recruter du personnel. Ça fait 3 mois que j'essaye et que je me retrouve à chaque fois le bec dans l'eau à recommencer à... Et c'est surtout aussi que je suis obligée de former ces personnes à chaque fois et que du coup je recommence à zéro. Voilà. On a essayé donc avec les étudiants, on a essayé avec du personnel qui avait déjà travaillé en cuisine. Effectivement, quand ils arrivent, ils vous disent qu'ils sont prêts à accepter toutes les conditions que vous leur mettez. Mais finalement, au bout de 2-3 semaines, là j'ai encore eu le cas samedi soir, un jeune homme que j'ai embauché il y a 3 semaines qui me disait qu'il n'allait pas pouvoir rester. Alors il ne m'a pas expliqué que c'était trop difficile, mais j'en conclus que c'est ceci, qu'ils se rendent compte au fur et à mesure que physiquement c'est dur et ils n'ont pas envie de persévérer. Mousse est serveur de métier depuis 17 ans. Pour lui, c'est d'abord un problème de génération. Pénible, non, pour moi ça ne l'est pas. Pour eux sûrement, oui, comme on disait, les jeunes sont dans un cocon en fait complètement différent. La réalité, ils ne connaissent pas. Quand ils arrivent ici, on a l'impression que tu leur demandes la lune. Et tu te demandes, quand tu les regardes, tu te dis d'où ils viennent, quoi. Pour faire face à cette pénurie, certains restaurateurs souhaiteraient que l'État régularise des migrants afin qu'ils puissent travailler. J'ai trouvé une jeune fille qui vient du Côte d'Ivoire, qui est très motivée, qui a envie de s'en sortir, qui est une migrant. On sent quelqu'un qui a envie de s'en sortir, qui a envie de faire ce métier-là. Selon un syndicat de restaurateurs, il y aurait aujourd'hui en France 130 000 emplois non pourvus dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. On a entendu ces témoignages de restaurateurs qui ont du mal à recruter, sur ces jeunes qui jettent l'éponge parce que c'est trop dur. Qu'est-ce qui se passe ? Les Français n'ont plus envie de travailler ? Oh là, Luc, je vous provoque exprès. Je sais que vous me provoquez. Non, c'est pas cette question-là. C'est un grand classique, en fait, dans ce genre d'emploi où on a une productivité très, très faible, disons, par rapport au coût du travail. On a du mal à recruter. Pourquoi ? C'est des métiers difficiles, c'est des métiers relativement mal payés et peu valorisés. Donc, c'est un grand classique en France. On a un problème à ce niveau-là. Il va falloir à un moment le traiter de manière correcte en revalorisant, en fait, ce marché du travail. Donc, il faut mettre tout à plat avec les syndicats. Ça veut dire quoi, revaloriser ? Ça veut dire qu'il faut mieux payer ces postes qui sont difficiles. Évidemment, on ne peut pas demander à des gens de travailler pour une misère et de ne pas pouvoir régler leurs factures à la fin du mois. Ça n'est pas possible. Donc il va falloir à un moment mettre ce sujet sur la table. Ce n'est pas le seul travail, il y en a plein d'autres dans ce cas-là. Donc mettons ça en débat avec les partenaires sociaux pour essayer de trouver une solution à ce problème. Après, la difficulté, quand on parle des migrants, c'est toujours un petit peu choquant, je trouve, de dire, tiens, là, les migrants pourraient être utiles. Ce serait bien qu'on arrive à parler des migrants un moment, et des réfugiés d'ailleurs, en règle générale, de manière différente, de manière un petit peu plus généreuse et pas de manière intéressée, disons. Bruno Millienne. Oui, alors c'est effectivement un problème récurrent. Là, pour le coup, on est tout à fait d'accord. Les Français rechignent à faire ce travail. Non, mais il n'y a pas que dans l'hôtellerie et la restauration, malheureusement. S'il y avait que l'hôtellerie et la restauration, à la limite, on se focaliserait sur ce problème-là. Le problème, c'est qu'effectivement, ces métiers-là sont des métiers difficiles, exigeants, pas très bien payés au départ, mais dans lesquels vous avez une réelle
chance de progression, si vous le voulez, parce qu'on a vu des gens progresser assez vite dans ces métiers-là. Moi, j'en connais personnellement. À titre personnel, moi, j'ai commencé comme veilleur de nuit. Donc, vous voyez, on peut y arriver. Bon, c'était une autre époque, certes, mais voilà, il y a donc, ça. Donc, vous n'aviez pas peur de prendre un travail qui n'était, à mon avis, pas très bien payé, veilleur de nuit, pour pouvoir travailler? Ben non, parce qu'il y a un moment, il faut bien travailler. Mais là, on est aussi, si on est totalement disruptif, aussi, on est dans une période où les salaires sont trop bas. Ça, je suis d'accord. Ils sont trop bas. Et donc, la différence entre le salaire, le petit salaire que vous payez, et les allocations que vous pouvez obtenir par ailleurs, la différence est tellement minime, voire en faveur des allocations, que pourquoi iriez-vous travailler surtout, vous voyez, en pleine canicule en ce moment, suer sang et eau dans les cuisines, pour finalement gagner peut-être soit la même chose, soit un tout petit peu plus, soit voire même un petit peu moins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Baisser les allocations ou augmenter le salaire? Il faudrait commencer par augmenter les salaires, ce serait pas mal. Un point d'accord avec Aurore Laluc, c'est oui, bien. La majorité et l'opposition de gauche. Olivier Gracia. Je suis d'accord, il faudrait augmenter les salaires et revaloriser ce secteur d'activité. Après, les patrons se réfugient derrière l'argument qu'ils sont aussi plus motivés. Donc évidemment, ils ont le sentiment que les Français font ce travail parfois peut-être à la légère. Ils ont peut-être les compétences, mais ne sont pas motivés pour le faire parce qu'ils vont forcément chercher autre chose ailleurs de mieux payé. Et donc, restent des candidats fragiles au poste parce qu'en effet, s'ils trouvent meilleurs chez le concurrent, ils iront. Là, ils veulent avoir la certitude qu'avec des personnes réfugiées, avec des migrants, ils vont avoir des personnes motivées qui vont vouloir s'insérer dans la société française, gagner leur vie évidemment, peut-être qui ont moins d'allocations, voire pas du tout d'allocations, donc qui ont ce besoin de travailler. Mais en effet, par contre, il ne faut pas que les patrons se réfugient derrière une image presque humanitaire, c'est-à-dire qu'ils font ça aussi pour des raisons économiques évidentes, pour la partie de la question des salaires, mais ils ont peut-être conscience et connaissance que les migrants rechigneront moins et demanderont moins d'augmentation de salaire. Peut-être auront moins de pression sur les syndicats, parce que peut-être moins dans cette culture française du syndicalisme. Donc évidemment, pour les patrons, c'est tout bénef d'avoir des personnes qui vont être motivées pour travailler à des tarifs qui sont relativement bas. Et donc évidemment, c'est dans leur intérêt. Et c'est pas que le secteur de la restauration, vous avez raison. Et d'ailleurs, la question des migrants est aussi se pose à l'échelle des grandes entreprises. Starbucks, notamment, s'est engagé à engager 2500 réfugiés en Europe d'ici 2022. Alors là, pour le coup, c'est pour faire un pied de nez à Donald Trump et à sa politique sur l'immigration. Mais donc, il y a une volonté réelle aussi des grandes entreprises comme Total aujourd'hui aussi, pour engager des migrants et des réfugiés. Benjamin Morel. Oui, je ne suis pas économiste, mais après, est-ce que si on n'augmente pas les salaires, ce n'est pas également un problème de rentabilité de ce type de commerce? Est-ce que là, les restaurateurs, et encore une fois, là, je parle sans... On posera la question dans un instant à un restaurateur qui va venir nous rejoindre. Est-ce qu'ils peuvent réellement augmenter les salaires? Et est-ce que faire le choix d'embaucher des migrants à des salaires inférieurs, c'est un service à rendre à ces migrants? Parce qu'on dit, grosso modo, votre travail ne vaut pas le salaire qu'on paierait à quelqu'un d'autre. Et est-ce que c'est rendre service à la cohésion sociale? Parce que du coup, on tire les salaires vers le bas. Et du coup, eh bien, on entraîne un certain nombre de récriminations des gens qui n'auraient pas pu être embauchés ou à qui on va dire « mais tu ne travailles pas pour assez cher ». Et donc, on crée du racisme, on crée de la haine. Donc là, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Et cette question qui peut paraître une question structurelle et en même temps relativement anecdotique, c'est une question qui, je trouve, pose des questions politiques profondes. Eh bien justement, accueillons notre second témoin, Xavier de Namur. Bonsoir, venez nous rejoindre. Restaurateur à la tête de plusieurs établissements parisiens. Vous avez écrit « Et si on se mettait enfin à table ?» et produit le documentaire « République de la malbouffe ». Vous avez entendu les échanges en plateau. Vous, comment vous l'expliquez? Est-ce que les Français ne veulent plus travailler? Alors, ce n'est pas simplement les Français qui ne veulent plus travailler. La problématique si je reviens de ce que j'ai entendu autour du plateau, moi j'emploie depuis une trentaine d'années des gens de toute nationalité et dont des migrants. Les premiers étaient par exemple les Sri Lankais qui étaient des réfugiés politiques, qui ont commencé, alors pas sur des salaires sous-payés, mais ont commencé souvent quand ils ne savaient ni parler français, ni parler anglais, ils faisaient la plonge bien sûr, ou le ménage, et aujourd'hui ils sont seconde cuisine, serveurs et gagnent 3 000 € par mois, voire plus. Donc ils peuvent évoluer, ils ont des enfants qui ont été intégrés. Donc par le travail, il s'agit qu'ici, par le travail, les migrants et les réfugiés politiques, etc., peuvent intégrer la société française et lui amener des connaissances, des manières de faire dans le travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a effectivement un secteur, mais comme j'en parlais tout à l'heure, un agriculteur, on a un problème, c'est que c'est des métiers avec des horaires décalés, avec des métiers qui sont effectivement durs, où
j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, un jeune qui devait travailler cet été, on le prend, on lui fait son contrat, etc. Et sans nous appeler d'ailleurs, il ne vient pas travailler. Et la réponse, c'est que c'était 39 heures par semaine, ça faisait beaucoup, d'après ses parents. Il a 18 ans, et de finir à minuit, c'était trop tard. Alors effectivement, il y a un problème de transmettre. De génération de génération, en tout cas de transmettre aujourd'hui et de dire, effectivement, le travail. Moi, j'ai commencé plongeur, donc c'est pas... aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, on parlera peut-être de Joël Robuchon, qui a commencé complètement en bas de l'échelle et qui a eu jusqu'à 1200 salariés. Donc c'est un secteur où on peut progresser très vite. Moi, je vois d'ailleurs les futurs chefs de demain, ou grands chefs d'entreprise, sont sûrement des migrants, sont sûrement des réfugiés politiques ou d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont, par cette force de volonté de travailler et de faire les travaux, effectivement... Des travaux que souvent, quand vous passez une annonce pour un plongeur, vous ne trouvez pas un Français qui se pointe. Jamais. Et vous trouvez souvent, d'ailleurs, pas non plus, moi j'ai des serveurs portugais, etc., vous trouvez souvent que des Maliens ou des Africains. C'est-à-dire que les Sri Lankais vont plutôt maintenant chercher commis de cuisine, ou vous voyez, ils ont été aux plongeurs il y a 25 ans, 30 ans, et ça évolue petit à petit. Donc c'est une sorte d'ascenseur social quand même. Donc on ne peut pas dire que c'est forcément quelque chose où on reste en bas et où les salaires sont faibles. On va essayer par contre effectivement de tirer les salaires vers le haut. Alors comment faire ? Il faut que les entreprises soient dynamiques. Et en pleine saison, par exemple, aujourd'hui en pleine saison estivale, quand on a des problèmes de recrutement, et j'en ai aussi, c'est un problème parce qu'on ne peut pas être ouvert. Donc si on veut créer de la valeur ajoutée, si on veut créer de la richesse, il faut qu'on ait les salariés en face. Donc oui, il faut sûrement régulariser beaucoup de migrants, parce qu'aujourd'hui, vous savez, en 2008, avant 2008, on embauchait des gens qui pouvaient être des gens sans papier, mais on ne le savait pas. Depuis, on a l'obligation de vérifier des papiers des immigrés. Donc, à partir de là, ils ne peuvent plus travailler. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens qui vont travailler qu'au noir. Donc ça, c'est pas bon nom. Mais Xavier Delamure, quand Aurore Lalucq dit « mais il faut revaloriser les métiers comme plongeur parce qu'il faut comprendre les Français n'ont pas envie de travailler pour une misère », qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, est-ce que vous pouvez augmenter les salaires pour attirer des Français parce que vous avez du mal à recruter ? Alors, moi, j'ai des plongeurs qui gagnent, avec les heures supplémentaires, sont à plus de 1 500 € net par mois. Ils peuvent être à 1 600, 1 700, 1 800, avec des heures supplémentaires. Parce qu'ils ils sont payés au-dessus du SMIC. Moi, j'ai quasiment personne payé au SMIC. Mais vous commencez, quand vous ne savez rien faire, le SMIC, c'est quand même chargé, on est à 1300, 1250 ou 1300 €. Donc vous ne pouvez pas... c'est compliqué pour les entreprises de mieux payer des gens qui ne savent rien faire. C'est-à-dire que moi, je ne paye pas des gens à zéro quand on va les former. Mais après, ils vont progresser. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence... moi, j'ai des jeunes serveuses qui ont commencé au SMIC et qui vont être aujourd'hui, je parle en salaire de base, vont être à 12 € brut. 12 €, c'est quand même 20% de plus que le SMIC, mais au bout d'un an. C'est-à-dire et avec les heures supplémentaires que vous faites, parce que dans notre métier, on fait tout de suite 39, 43 heures par semaine, vous avez des heures à 20, voire à 50%. Donc votre salaire, effectivement, c'est des heures. Mais si les patrons payent toutes les heures supplémentaires, je veux dire que vos salariés restent. Aurore Lalucq, est-ce que ça vous rassure quand vous entendez ce discours ? Ça me rassure et ça me rappelle la complexité de ce sujet, en fait. C'est-à-dire qu'on a parlé aussi des agriculteurs tout à l'heure. Il y a toute une série de métiers extrêmement difficiles dont on a absolument besoin. Parce qu'on va avoir besoin de plus en plus de main-d'œuvre avec le dérèglement climatique, utiliser moins d'énergie fossile, utiliser plus de main-d'œuvre. Et ça veut dire qu'à un moment, il y a certains secteurs sur lesquels il va falloir réfléchir en termes justement de cotisation sociale, en termes de réforme fiscale, etc., etc. Et il va falloir peut-être penser un peu mieux la façon justement dont on charge, entre guillemets, certains salaires. Et il va falloir aussi poser la question des loyers. Parce que je pense que parfois, à Paris, il n'est pas forcément simple d'augmenter les salaires quand on a des loyers à payer relativement élevé. Donc il y a tout ça en fait à mettre sur la table, secteur par secteur, mais avec le dérèglement climatique qui se met en marche aujourd'hui, et on peut le voir aujourd'hui même, je pense que tous ces travaux, tous ces métiers qui réclament de la main-d'œuvre, il va falloir leur trouver une protection sociale spécifique et une fiscalité spécifique. Mais les charges, les loyers, c'est pour vous, Bruno Millienne ? C'est pour moi, non, je ne les prends pas moi directement. Pour les députés qui doivent réguler et aider les entrepreneurs. Non, mais je suis assez d'accord. On voit bien qu'on est arrivé à la fin d'un système qui ne peut plus perdurer comme ça. Il y a des métiers qui ont des spécificités et il faut les traiter. Je suis assez d'accord. Oui, mais quand vous avez, en ce moment, vous voyez, j'arrive du Lot-et-Garonne, vous avez les Reine-Claude à ramasser. Les Reine-Claude, ça ne se ramasse pas à 13h ou à 14h, ça se ramasse à 5h. Il faut se lever à 5h du matin. Donc, et vous trouvez, les paysans disent, ils ne trouvent personne. Ils ont vraiment personne. Donc la seule solution, c'est d'embaucher des gens qui viennent des pays d'Afrique. Mais c'est plus dur aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Oui, partout. Ah, pourquoi ? Mais je ne sais pas. C'est un problème générationnel très certainement, mais là je suis assez d'accord. On est rentré dans une espèce de facilité à un moment qui a fait que
il y a moins d'efforts au travail, et puis ces métiers-là sont durs, il faut le savoir. Alors, les choses se font en 2 temps. Il y a effectivement, comme on disait tout à l'heure, il faut réformer un petit peu métier par métier, leur donner de la souplesse de manière à ce qu'on puisse retrouver effectivement des employés pour aller dans vos restaurants, notamment, mais pour aller chez les agriculteurs Mais aussi. est-ce que ça veut dire que les Français ont perdu le sens de l'effort? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est que les choses se sont mal orientées. Je vous pose la question. Les choses se sont mal orientées. Aujourd'hui, moi j'entends parler de ça depuis je ne sais combien de temps, les métiers manuels, les métiers de bouche, les métiers durs, ce n'est pas des métiers que vous voulez que vos enfants fassent. Ça commence déjà par l'éducation nationale, mais ça va être sur du long terme. On commence à le mettre en place, mais ça va être sur du long terme. Pour apprendre, effectivement, ce mammouth qu'est l'éducation nationale, il faut qu'à l'orientation, on n'oriente pas forcément toujours les gens vers du secondaire général, mais il faut que les parents acceptent que leur enfant n'est pas forcément fait pour faire des études et qu'il peut passer par des métiers manuels et que ces métiers peuvent être valorisés. Je suis désolé, moi j'admire, c'est pas parce qu'on parle de cuisine, mais j'admire tous ces chefs c'est quand même le rayonnement de la France, entre autres, et ces gens-là, c'est des métiers manuels extraordinaires, mais il y en a plein d'autres. On trouve plus de charpentiers, mais oui, on trouve plus de charpentiers, on trouve plus de chaudronniers, on trouve plus de mécaniciens pour les pièces usinées de haute précision pour Ariane Group, etc. On trouve plus tous ces personnels-là, parce que quand la France s'est désindustrialisée et quand on a laissé tomber, effectivement, l'appui qu'il y avait sur ces métiers manuels, mais de création, que j'admire, moi, eh bien, on a valorisé uniquement le secondaire, l'université, etc. Et on a créé un fossé terrible qu'effectivement, maintenant, je comprends dans l'urgence qu'ils le comblent autrement parce qu'ils n'ont pas le choix. Benjamin Morel, est-ce que les jeunes Français aujourd'hui sont moins prêts à se mettre au travail que leurs aînés? Non, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. Et je crois qu'on touche là un diagnostic qui est un diagnostic fort. C'est-à-dire que, et il n'y a pas que les parents, c'est-à-dire que l'État lui-même est rentré dans ce cercle vicieux de dire il faut 80% d'une classe d'âge qui est le bac général. Tout ça n'a aucun sens. Parce qu'ensuite, on envoie des gens à l'université, il n'y a pas de place à la sortie, ils se battent pour les mêmes filières, ils ne savent pas trop pourquoi ils y sont. En tant qu'enseignant, je peux vous dire qu'on en récupère quelques-uns qui sont mal. Ils sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Alors que si jamais ils étaient arrivés plus jeunes dans des métiers qui sont dévalorisés socialement, qui sont dévalorisés également par l'éducation nationale. Moi, je me souviens de ma 3e, c'est ceux qui étaient mauvais qui finissaient en apprentissage ou en lycée pro. Or, non, voilà, vous pouvez avoir envie de faire de la restauration et vous pouvez réussir en faisant de la restauration. Et là, il y a un changement de mentalité qu'il est nécessaire de réellement développer. Après, il y a un autre point qui, à mon avis, doit être également abordé, c'est la fin d'une forme de transmission. On était dans un certain nombre de métiers qui se transmettaient. C'est-à-dire, vous étiez charpentier de père en fils, vous étiez restaurateur de père en fils. Et là, on a eu tout de même une transformation de la France, exode rural, etc., qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, ces traditions se sont quelque peu distendues et que le salariat est apparu pour un grand nombre de fils d'artisans comme une situation plus enviable, plus facile et qui s'adaptait plus à une réalité urbaine. Mais lui, toute sa vie, a passé son temps à transmettre sa passion, transmettre ses valeurs, sa vocation. Le monde de la gastronomie est en deuil après la disparition de Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au monde, à l'âge de 73 ans, suite à un cancer. À la tête d'une 30aine d'établissements en France, à l'étranger, il a révolutionné la cuisine moderne, remis le produit au cœur du plat. Chef renommé, populaire, sa créativité, sa rigueur ont été saluées. Écoutez comment il parlait de son métier. Je crois qu'il y a le plaisir des yeux aujourd'hui. Donc il faut que ce soit le décor, le concept qui amène la convivialité. Et il faut une mise en scène. Et une mise en scène qui soit vraie, qui soit la vérité, où on voit, voilà, je sais pas, moi on choisit ses œufs, ben on voit les œufs et on voit, ah moi je les veux pas trop cuits, on peut parler, ça permet un dialogue. Xavier de Namur, oui. Pourquoi Joël Robuchon a autant marqué la cuisine française ? Je crois qu'il a marqué déjà parce que c'était un chef d'entreprise qui a commencé, comme on disait tout à l'heure, il disait qu'on se réussissait par le travail. Donc lui, il a montré en partant d'en bas, par l'apprentissage, en devenant MOF, etc. Donc il a progressé. Et meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France. Et puis surtout, c'est qu'effectivement, il a su mettre en avant le produit dans sa simplicité. Et c'était ça, de venir... Vous voyez, aujourd'hui, on a une tendance à dire, moi-même ce que je fais depuis des années, à dire, il faut le produit d'abord, il faut le magnifier, mais sans non plus rien cacher dessus. Et il a su faire des choses beaucoup
beaucoup plus simple que la haute gastronomie, c'est-à-dire qu'il a fait ses ateliers, et puis il a transmis aussi d'une manière pédagogique à travers la télévision, etc., dans différentes émissions, un savoir-faire simple, que cette cuisine, qui pourtant il fait de la haute cuisine, et bien pourtant elle doit être toujours simple et d'abord magnifier le produit. Et c'est ça qui a fait, puisqu'il a été connu pour sa fameuse purée avec des pommes de terre râpées et du beurre, et c'est ça, donc c'est un produit tout simple. C'était pas de la langouste, c'était pas des produits très chers, et donc c'est en ça qu'il est un grand chef, et surtout qu'il c'est un meneur d'hommes. C'est-à-dire ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, pour monter un empire, parce que c'est quand même un empire, et ben il faut savoir dans les cuisines. Alors des fois on peut dire que c'est un peu dur, mais il a su emmener avec lui des gens de la base pour devenir des chefs d'entreprise, etc. Parce que souvent on oublie que restaurateur ou d'autres métiers, c'est d'abord savoir gérer une entreprise. Et c'est là où en France on a un problème aussi, peut-être qu'on apprend les métiers, manuels, etc. Mais savoir gérer une entreprise, c'est important. Et beaucoup de gens veulent monter des boîtes, être restaurateurs, etc. Et cool, parce qu'ils ne savent pas gérer une entreprise. Et un restaurant, c'est global. Voilà ce qu'il nous a montré. Merci beaucoup Xavier de Namur. C'est le moment du club où l'on donne carte blanche aux invités. Vous avez 1 minute chacun et chacune pour parler de votre coup de cœur ou de votre coup de gueule. Et on va commencer par Olivier Gracia. Vous nous montrez votre photo. Dévoilez-nous votre carte blanche sur le Rassemblement national. Alors, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de faillite financière du Front National et de Marine Le Pen. Alors finalement, le Rassemblement national, on est dans une faillite financière, dans une faillite idéologique, dans une faillite de ressources humaines. Il faut voir qu'aujourd'hui, indépendamment de l'aspect économique, le Rassemblement national, comme on l'appelle aujourd'hui, est dans un état piteux, catastrophique. À savoir que le cerveau du Front National, qui était Florent Philippot, qui avait amené Marine Le Pen vers plus de socialisme, vers le protectionnisme, vers l'intensité de l'État, est aujourd'hui parti et fait cavalier seul. Donc on retrouve avec une extrême droite qui est complètement divisée. Aujourd'hui, à la concurrence également de Marion Maréchal Le Pen, qui certes n'est pas dans la politique de manière formelle, mais qui a monté une académie des sciences politiques à Lyon, qui se fait voir dans les médias, qui est beaucoup plus populaire que Marine Le Pen auprès des militants. Donc c'est à se demander finalement que va devenir ce parti qui est épuisé financièrement, épuisé politiquement, épuisé peut-être aussi socialement du côté des électeurs. Donc c'est la question, c'est quel avenir pour le Front National ? Bruno Millienne, vous nous poussez un coup de gueule sur le réchauffement climatique. Ben oui, parce que pendant qu'on était en train de disserter de l'affaire Benalla à l'Assemblée nationale, il se passait des choses quand même autrement plus graves dans ce monde. Vous l'avez vu, on a vécu quand même une semaine, et on continue à vivre des semaines d'extrême climatique. Là, on a passé 93 morts en Grèce, pas loin, des incendies qui ont frappé aussi la Suède, record de température en France, on le vit tous les jours. Canicule, inondation au Japon, où on dénombre déjà une centaine de victimes et 40 000 hospitalisés. On ne peut plus nier. Plus personne ne peut nier aujourd'hui que le réchauffement climatique est devenu un problème majeur. Trump. À part Trump, qui vient de, effectivement... Olivier Gracia a raison. Ouais, à part Trump, qui lui vient encore de libérer l'automobile, effectivement, des restrictions environnementales. Mais enfin bon, ça c'est... Voilà, à part Trump, effectivement, personne ne peut nier ça. Donc c'est un coup de gueule parce que j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps. Et on ne fait rien. Et c'est encore un point d'accord avec Aurore Lalucque. Oui, mais non, mais... Décidément, vous pouvez vous rejoindre. D'accord, parce que c'est au gouvernement de faire des choses. Là, on est en désaccord. Là, on est d'accord. Je vous prendrai un exemple. Moi, je lance un appel au gouvernement. Tiens, je vais lancer un appel au gouvernement. Le ministère de la Transition écologique et solidaire travaille quand même sur le sujet. On en reparlera si vous voulez. Travaille quand même sur le sujet sérieusement, plus sérieusement que ça n'a été fait par le passé. Mais faisons des ambassadeurs, prenons des élus qui sont des ambassadeurs des territoires engagés par la nature, allons voir les collectivités, décidons-les à agir concrètement contre le réchauffement climatique, parce qu'aujourd'hui, elles ne savent pas le faire. Aurore Laluque, votre carte blanche. Ce serait un coup de gueule aussi sur la loi Schiappa contre les agressions sexistes et sexuelles. C'est sur le seuil de non-consentement. Il y a eu tout un débat sur cette question, c'est-à-dire de fixer le seuil de non-consentement à 13 ans, ce qui aurait permis aux enfants victimes d'agressions sexuelles et de viols de ne pas avoir à approuver quelque chose qui est très difficile, qui est la question du non-consentement, justement. C'est difficile à prouver quand on est un adulte. Alors imaginez quand c'est un enfant. Donc je fais mienne la colère des associations de défense des droits des enfants et des droits des femmes. C'est vraiment un très très grand loupé, c'est honteux, c'est dommage. Je n'ai même pas les mots en tant que citoyenne, même pas en tant que militante, en tant que citoyenne et en tant que maman. Et je vais vous faire un aveu, même si nous ne sommes pas tout le temps d'accord, sur ce point-là, sur l'article 2, même si nous faisons partie de la majorité présidentielle, nous avons voté contre cet article. Parce que vous avez raison. Benjamin Morel. Alors moi, c'est quelque chose dont on n'a assez peu entendu parler, c'est le rapport Marx qui prône la fusion des 2 départements alsaciens.
Il y a, en 2003, les Corses ont voté contre la fusion des 2 départements et la création de la collectivité territoriale unique. La loi NOTRe, quelques années plus tard, a dit finalement ce vote des Corses, ce n'est pas très intéressant, on l'a fait quand même, et on a eu les nationalistes corses au pouvoir. Il y a 5 ans, les Alsaciens ont également voté contre cette fusion. Maintenant, on va dire, on en a cure, et on va quand même faire cette collectivité à statut particulier. Là, il y a un danger. Moi, vous savez, j'enseigne la politique comparée, et je vois un peu ce qui se passe en Belgique, en Espagne, en Italie. À force d'encourager les régionalismes, on atteint les identités régionales et d'une certaine façon, en les excitant, en les encourageant de la part d'un certain nombre d'élus locaux qui, pour asseoir leur légitimité, disent « il faut d'abord être alsacien, tous les problèmes sont à Paris », eh bien on fait monter des partis régionalistes extrémistes. C'est arrivé, la Ligue du Nord est née comme ça. C'est arrivé également le Vlaams Belang en Belgique. Et là, il y a un danger. Il y a un danger de haine qui s'instille au sein même de la nation. Et il y a un deuxième danger également, qui est celui de l'ingouvernabilité, parce que si l'Espagne n'est plus gouvernable aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de partis régionalistes, idem pour l'Italie, idem pour la Belgique, idem également pour Theresa May en Grande-Bretagne. Donc là, c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais qui risque d'avoir des incidences dans le futur. Voilà pour ces coups de gueule. Merci beaucoup d'avoir participé au club L'Info en question. Vous restez avec nous. Le grand dossier de ce soir d'Hélène Lecomte à 20h est sur la perte de ce chef le plus étoilé au monde, Joël Robuchon.